Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'animer le podcast One Shot sur Warhammer. C'est ça. On va Parce tester que d'habitude, c'est pas un plaisir pour toi. un jeu incroyable. Ça me fait plaisir de tester Warhammer. C'est quand même un jeu essentiel. C'est quand même un jeu hyper essentiel. Alors dans de les la culture Warhammer, on rôliste joue des et, monarques qui sont embarqués dans une barque justement et qui doivent... Mais attends, c'est pas une question de bricolage avec un marteau Voilà, c'est ça, là, un marteau de... Marteau de guerre. Ah non, ça va être le podcast régressif. Hein. Là, Là, exactement. pas d'analyse de fond, pas de... C'est ça. On va juste célébrer une bonne vieille nostalgie. Moi, c'est le truc avec lequel j'ai... Pas moi. Ah oui, c'est vrai. On n'avait pas d'ailleurs hésité à ne pas inviter Natacha parce que, enfin, je veux dire, jouer avec une fille à cette époque-là, on jouait pas avec des filles, quoi. Si, on jouait avec des filles, mais on les faisait... Moi, j'ai fait fuir. Je suis pas très heureux de le dire, mais on a fait fuir une fois une fille d'une partie de... Et puis en général, c'était soit la copine de quelqu'un, soit... Je me souviens Oui, mais en même temps. Je Là... me souviens d'un truc écrit sur la base de Warhammer, c'était écrit l'équipement standard de la petite fille, donc il y avait une robe et un couteau. Et j'avais trouvé ça assez fameux. C'est-à-dire que dans Warhammer, ça, c'est le PNJ, tout le monde a au moins une arme pour se battre. On va quand même le donc, on va peut-être présenter aussi ceux qui sont là. Donc, Fabien, oui, pardon. Fabien Invine, c'est toi qui viens nous présenter Warhammer. Fabien, ça va la pêche, Oui. évidemment. Nous sommes avec Natacha, vous l'avez reconnu. Salut. Natacha, ça va. Nous sommes avec Adrien. Le marteau et l'enclume. Nous sommes avec Shadow. Shadow, ça va. Ouais, très bien. La pêche. Nous sommes également avec Max. Oui, ça va. Oui, voilà. Il y a des fans de Warhammer autour de cette table et c'est ça qui est bien. Il y a aussi des amatrices. fans. Novices, Natacha est des- une novice. Ça va être génial de voir la confrontation entre ces Alors, deux. Warhammer, qu'est-ce que c'est? Fabien. Warhammer, c'est on joue déjà la deuxième édition. Pour ceux qui se posent des questions, on discutera des mérites des différentes éditions. Je vous propose dans la suite du podcast. Alors, Natacha, Warhammer. C'est moi. Pourquoi Oui, bonjour. C'est un monde qui est donc à l'origine à la fois un monde qui a été créé pour jouer des jeux de figurines. De Games Workshop, donc Warhammer jeu de bataille fantastique, et je crois que le jeu de rôle est sorti à peu près en même temps que ça dans les années peut-être un peu après, ouais. mais enfin bon, c'est dans les temps obscurs dont il y a fort longtemps, Quand Nagash était encore en vie, quoi. voilà. Que seules les longues barbes se souviennent. Et la particularité de ce jeu, c'est que c'est un peu un fourre-tout de fantasy avec quelques J'ai envie de faire un méga troll, mais avec C'est des rillettes. Comme tous les jeux de rôle, c'est Ouais, ça. c'est comme tous les jeux de rôle traditionnels. Voilà. Donc il y a des orques, des elfes, des nains qui se détestent, Des samouraïs. et Des hommes samouraïs. rats, c'est l'originalité. Oui, alors en fait l'empire sont donc est plus inspiré du Saint-Empire romain germanique. Et la Bretonie. Et la Bretonie, c'est plus effectivement France-Angleterre des guerres de 100 ans. Non, c'est plus Non, la quête la du Graal et chevalerie. compagnie. quête du Graal, voilà. Alors que l'Empire, dans lequel on va jouer, parce que bon, on reste dans le nostalgique. Hein. Là, aujourd'hui, Et les on n'y œuvre Vestaliens. pas. On y œuvre pas. Ouais, non. L'Empire, c'est la Renaissance. Donc on a des armes à feu, on a Des culottes bouffantes. des culottes bouffantes, tout à fait. Des On a cols. des cols, voilà, Des fraises. collerettes. des fraises, Des tout à fait. collerettes. On a quelques chevaliers encore en caparaçon, des choses Des comme ça. arquebuses. On a aussi, mais comme c'est de la fantaisie, on a C'est aussi. quoi un caparaçon? Carapaçon. Non, Caparaçon. Caparaçon. C'est Ouais. l'armure des chevaux. Ok, c'est un mot de plus que je d'accord, pense ok. complètement what the fuck. Voilà, et que j'ai appris uniquement parce que j'ai joué à Warhammer Fantasy Battle. C'est quoi, c'est Caparaçon, carrément. Ouais, alors qu'on Cap- pensait, on Moi, pensait il me à semble carapaçon pour la carapace, mais Ouais. non, c'est caparaçon. Caparaçon, ouais, désolé. Et donc on a aussi des mages Pour les canassons. C'est ça qui que t'as dit. sont regroupés dans des collèges, ce qu'on appelle des collèges de magie. Il y a 8 collèges de magie en fonction Il y a des Poudlard, des 8. C'est Chini et compagnie. et du nord. Collège au sens université. Oui, c'est ça. Ok. Alors, College. il y a donc des nains qui vivent dans les montagnes, qui ont eu une guerre il y a fort longtemps contre des elfes. Nains qui, à mon avis d'ailleurs, ont beaucoup inspiré la vision des nains de Peter Jackson. Oui, à fond, alors, hein. parce qu'en fait, les nains chez Tolkien, bah, tu les vois, c'est des musiciens, c'est des marchands. Alors que là, bon, ils ont un peu plus qu'est-ce qu'il disait? Le syndrome gros nain balourd. Je sais plus qui Le syndrome nain balourd. Voilà, c'est ça. Il y a des orques avec des gobelins et des trolls qui attaquent sous le monde. Ouais, Ce sont des champignons, il y a des morts d'ailleurs. vivants. Oui, tout à fait. Qui sont des champignons pour éviter d'avoir que Games Workshop ait à dire qu'il y a des femmes orques et donc pour éviter d'avoir à dire qu'ils ont une sexualité. Comme ça, Par contre, ils pour poussent du sol. les nains, ils ont jamais vraiment parlé de la Voilà, sexualité. c'est vrai. Personne n'en parle jamais.
Et surtout quand même, ce qui est important, l'élément qui donc n'est pas vraiment un truc de Tolkien et qui est plus vaguement inspiré de Moorcock, c'est ce qu'on appelle le chaos, qui est une force qui vient du Nord, qui est une force dite corruptrice, qui en fait détourne les gentils humains de la voie droite, et qui... Il les emmène vers la gauche. C'est plutôt leurs sentiments à eux qui nourrissent le chaos, quoi. C'est même pire que ça en fait. Je pense que ça va au-delà de notion de bien et de mal. C'est un truc qui est complètement corrupteur, mais pas au sens mauvais, au sens de... Si les orques et les gobelins sont du côté du mal, le chaos est au-delà, c'est ça? Ouais, tu peux voir les choses comme ça. C'est pas, vous êtes déjà en train d'analyser un peu trop, hein, à mon avis. Le chaos, c'est méchant, comme les morts vivants, comme les orques, voilà. Et Shadow, je te rappelle que on est en podcast. T'as un micro, tu le prends pour parler, sinon t'en peux pas. Le chaos a tendance à faire muter les gens aussi. Donc il y a des gens, enfin des mutants. Je pense que là, c'est le rectorat de Versailles. Non, c'est pas ça. je pense que là, on peut voir une métaphore de l'âme humaine. Non, selon Bachelard. Je vous interdis de réfléchir. Vous êtes un Warhammer, c'est trop tard. Les types X caricature à travers Warhammer, vous êtes trop fort. Et donc il y a des sorciers du chaos, il y a des guerriers du chaos, il y a des démons du chaos. Des démons du chaos, t'as des trolls du chaos qui sont des trolls qui ont muté, t'as des ogres du chaos, t'as des... Et après, il y a des trucs un peu plus exotiques du genre des nains du chaos, des hommes lézards, des hauts elfes, des elfes noirs, des ogres aussi, enfin des nations ogres, des rois des tombes. Plusieurs nations de morts-vivants, des morts-vivants squelettiques. Voilà. T'es censé avoir des asiatiques qui ont jamais été développés. Genre t'as Nippon et Katai. Et on sait pas ce que c'est. Ça a jamais été développé. À l'époque, la mode japonaise n'était pas encore là, donc. Il y a 4 dieux du chaos aussi. Oui. Nurgle, Tzeentch, Slaanesh, et Juste Khorne. une question, quand quelqu'un est du chaos, genre, est-ce qu'on peut... Non On le brûle. Alors, un truc absolument infect en... Mais vous avez même pas écouté ma Non, question. mais on a compris, on le brûle. De quoi tu Mais parles? c'est pas ça, c'est est-ce qu'un nain du chaos au milieu des nains de... Non il est reconnaissable. Non mais oui, il est muté. Déjà, ils ont pas la même coupe de barbe. Exactement. Les nains, Les nains du chaos, ils ont un look babylonien. Voilà. Alors que les autres, ils ont un look de... C'est des armées que tu peins, c'est des figurines, donc forcément, c'est pas pareil. Manichéen. Les elfes, Il peut y avoir un traître à un moment donné qui s'infiltre ou un truc du genre, tu vois. Mais le chaos est corrupteur, donc oui, complètement un disciple de Slaanesh, ça va pas Oui, forcément alors se ce qui est voir, vrai, quoi. c'est qu'il existe des cultes du chaos répartis dans l'Empire qui vénèrent... J'ai jamais entendu les gens qui vont dans les réunions de ces cultes, ils ont tous des grandes toges sombres au-dessus de la tête, tu les reconnais dans la rue. Ils vérifient que... Voilà, J'ai jamais entendu un podcast pareil. Les disciples de Khorne, ils aiment le sang, la guerre et les crânes et la violence. Les disciples de Nurgle, ils aiment le caca et la ils veulent pas mort. mourir en fait. La pestilence. Dans 30 secondes, j'ai oublié tous les noms. Hein. Enfin, je vous préviens. Ah non, Et les disciples de Slaanesh, ils aiment le cul. Ouais. Le cul. Et les mutations foireuses. Ouais. Voilà. Genre avoir des pinces à la place des mains. Tout le monde les tentacules. En fait, le hentai avec tentacules, c'est Slaanesh. Voilà. Et Tzeentch, c'est les Silons. Ils ont un plan. Ils ont des plumes et plein de couleurs. Voilà. Oui, ouais. Mais en gros, c'est ceux qui. Changement, C'est l'outil du intellectuels. MJ. Le MJ, quand il y a un truc, il fait ouais, non, mais en fait, tout ça, c'était un plan de Tzeentch. D'accord. Vous en parlez avec un enthousiasme délirant, vous êtes complètement barjot, les gars. Vraiment. Moi, si tu veux, c'est le jeu avec lequel j'ai commencé, j'ai passé 4 ans dessus. Quand je parle de mes expériences de jeu de rôle tradi, c'est surtout souvent que ça que je parle. Mon MJ est toujours quelqu'un d'extraordinaire, mais il nous faisait des trucs complètement fous. Donc, tu sais, la phrase de mon MJ, il était extraordinaire. C'est à Thomas que je parle et je pense, et d'ailleurs je fais une petite dédicace à Sylvain et Thomas qui nous écoutent certainement, et avec lesquels j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Il y a plein d'autres, hein, Nicolas, José, Angélique, bonjour de très loin. Angélique, c'est celle qui a fui? Non, je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle que j'ai réussi à faire fuir. Et c'était sur Zombie, c'était pas sur Warhammer. Que dire d'autre sur Warhammer? Alors, je vais quand même vous faire plutôt ma version à moi de Warhammer. On a que les versions. Là, on parle de Warhammer Battle pour l'instant. Oui, enfin, ça parle des deux, mais en fait, une des particularités de Warhammer, c'est que l'univers a, au fur et à mesure des versions et avec le temps, et également avec les évolutions du jeu de figurines, a dévié de la low fantasy vers la high fantasy, très clairement. C'est-à-dire que au début, les tout premiers,
tu croisais pas très souvent un Morbac, il y avait peu de magie. Il y a toujours eu un côté un peu comment dire. Ouais, je sais pas comment le dire autrement, low fantasy. Et au début, c'était relativement cohérent de jouer aussi au départ des personnages avec un bas niveau. Ouais. Une des particularités de Warhammer, c'est que quand tu commences, tu joues vraiment une sous-merde. Tu joues vraiment un mec. Tu vas rêver. Hein. T'as à peine une chance sur 4 de réussir quoi que tu fasses. Et après avoir fait 200 parties, après avoir fait tout un tas de carrières de foufou, t'as encore une chance sur 3 quand t'es expert dans un truc, t'as encore une chance sur 3 de te rater dans. Et sinon, à quel moment vous m'en faites la pub? Parce que c'est rigolo. C'est ce qu'on fait. On n'arrête pas. Tu peux être un chasseur de rats. L'humeur de réverbère. T'as pas passé le bac, quoi. Quand t'es chasseur de rats, t'es sûr de réussir ta vie. Alors, il y a quelques éléments quand même que je vais vous donner pour orienter un peu les choses. Donc, moi, je joue plutôt dans une version relativement sombre, c'est-à-dire considérant que les sorciers, la plupart des gens s'en méfient comme de la peste. Parce que effectivement, alors ce qui est dans les règles en plus justifié, parce qu'ils peuvent exploser à tout moment, créer des portails du chaos. Oui. Ils utilisent la magie, enfin ils utilisent les vents du chaos pour qu'ils purifient, pour en faire de la magie. Je vois que tu fais de la magie, t'as une chance d'avoir genre une amnésie collective, une pluie de cendre, des mutations, une table aléatoire de 3000 pages. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux avoir un scénar complet qui pète à cause de ça. On va tirer tous vos personnages complètement aléatoirement, promis. Ok, très bien. Je sais, c'est pour jouer by the book. Hein. Ah ben ça. Ah ben ça. Et alors, alors j'ai une question. On va tous commencer dans une taverne, dans une auberge ou... Non, pas loin. Mais pas loin d'une auberge. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Un système avec des 100 compétences Karak. Relativement sombre. Oui, alors effectivement, c'est un système. Tu peux voir ça comme ça, compétences Karak, oui. Donc c'est un système où je vais te redemander tout le temps qu'est-ce qu'il faut que je lance, à quel moment, comment est-ce qu'il est calculé. C'est des pourcentages. Voilà, en fait, j'aurais prévenu. Warhammer, le système est très simple. Tu lances les dés et tu dis j'ai raté. C'est à peu près comme ça. En fait, pour bien se rendre compte, un combat à Warhammer. En fait, moi j'ai surtout en tête un combat Dark Heresy, mais c'est pareil, c'est les mêmes stats. Hein. Tout à fait. À Dark Heresy, tu fais beaucoup de dégâts. Ouais, à Warhammer, tu peux taper sur un mec. À Dark Heresy, tu fais pas beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes stats. Et il y a des combats qui durent, genre, je pense un quart d'heure, où les gens jettent les dés, font je rate. Ah, toi aussi. Ah, je blesse. Ah, oh mon dieu. Ça alors, Dark Heresy, je peux pas trop. J'ai lu, mais j'ai jamais. Moi, je trouve que ça va plus vite, Dark Heresy. Assez rapidement, t'as des armes qui font du dégât quand même. Non, restons sur le. Pardon. Stop. Dark Heresy, c'est beaucoup trop moderne. On reste sur Warhammer. Voilà, quand t'es à Warhammer, t'as des trucs qui font genre 1 des 10 moins 1. Je considère que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que des Skaven. Vous ne connaissez pas les. Les Skaven n'existent pas. Ouais, les Skaven, c'est un peu comme les ninjas L5R, quoi. C'est le faux secret. Attends, mais moi, je sais ce que c'est, voilà. Oui, désolé. Les Skaven n'existent pas. Les Skaven n'existent pas. Il y a, voilà, tout ce qui est les dieux du chaos. Il y a plein de choses en fait que en fait, c'est des rumeurs au loin, tu vois. Enfin. Pourquoi tu souris, Shadow là? T'es mort de rire, toi. C'est pas ta version à toi, Warhammer? Mais si, mais j'ai même pas besoin de parler. Vous êtes dans ma tête. Ah oui, il y a une culture Warhammer. Ah, il y a une culture Warhammer, c'est clair. Et là, on sent bien que c'est important. Hein. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. En 15 secondes, vous avez présenté... C'est un jeu de... Qui est l'auteur? Bonne question. Voilà. Licence. C'est une licence, mais conception et rédaction, Chris Pramas. Merci Chris Pramas. Créateurs originaux de Warhammer JDR, Jim Brama, Graham Davis, Phil Gallagher, qui sont Graham Davis et Phil Gallagher, j'ai souvent lu dans White Dwarf. Gallagher, c'est un des mecs d'Oasis, c'est ça? Peut-être. Richard Halliwell et Eric Presley. Halliwell, Presley, c'est souvent quelqu'un. Le frère de Elvis. Gallagher comme Gallagher. Ceux qui lisaient pas White de blague sur les noms, je crois que c'est pas poli. Alors attends, quand même, à la guerre comme Gallagher. Version française, il y a peut-être des noms qui vont vous dire quelque chose. Mathieu Saintou, Igor Poulouchine. Oh, Igor, c'est l'auteur de Shan. Bah ouais. Excellent. Carrément. Ah bah voilà. Cartographie additionnelle, traduction. Nathalie Huet, c'est une super traductrice. J'avais lu pas mal de. Parce que, évidemment, j'ai fait de l'escrime de spectacle avec cette dame. Ah, excellent. Attends, on va je crois qu'on est en train de devenir sérieux. Attendez. Vraiment, on va lire tous les noms et puis se souvenir de tous les Drouet aussi. Julien Drouet, oui, bien sûr, Julien Drouet. Dominique Lacombe, blablabla. Je connais pas les autres. Mathieu Saintou, Michael
Michael Larbi, ah ouais, c'est marrant ça. Non. Qui est-ce qu'il y a dans les remerciements? J'aurais jamais dû poser cette question. Tu connais Fabien et les auteurs, et il faut toujours qu'il cite tout, quoi. Il va te citer les noms, les dates de naissance. Et en plus, je crois que j'ai jamais lu cette page. Je connais alors la bibliographie, Fabien, la bibliographie. Alors, avec qui ils ont fait la thèse? Steve Kenson, Nicole. Après, tu nous feras les index des illustrations. C'est ça. Coupez. Bon, allez, c'est parti, on joue. Bon, allez au boulot. Bon, fin de la partie de Warhammer. Chacun d'entre vous va s'asseoir autour de la table. Natacha, Fabien, voilà, tout le monde est installé, tout le monde est prêt. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette partie de Warhammer? On a beaucoup ri, on a eu des moments nostalgiques. On a été raciste et antisémite. Un peu, ouais. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, c'est faux. On a ri des clichés qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas fait. Alors, on a créé, je crois des qu'on a persos en quelque chose aléatoire. comme 4 heures, et on a dû bien passer la moitié du temps à créer les persos. Je confirme. Et du coup, Natacha a passé la moitié du temps à s'amuser. Donc, on a tout tiré complètement au dé à l'ancienne. La seule chose qu'il pouvait choisir, c'était choisir la race, comme c'est suggéré, et le genre, oui, tout à fait. Le don du machin, je sais pas quoi là. Le don du machin. C'est le truc, on a un 11 dans une carac qu'on choisit. Ah oui, non, le don de Chalia, ça fait partie des règles. Tu peux choisir effectivement. Oui, mais c'est un truc qu'on choisit. Ok, ouais. La miséricorde de Chalia. Je sais plus si c'est distinctif. En principe, dans les règles, il faut les tirer ou pas. Alors, en principe, je crois qu'il t'impose pas de les faire. Voilà, mais du coup, la table l'a imposé. Donc, bon, voilà, merci beaucoup, la table. Voilà, donc effectivement, on avait 2 personnes avec des marques de Vérole. On avait une personne avec un poireau. Enfin, donc un poireau, un. Donc, on aura compris, le personnage de Maxime était un. Non. Voilà. Chaussette. Et un nain battleur, jonglait avec des haches sur des poneys. Authentique. Et les 3 autres persos étaient des humains. Ça m'a fatigué parce que j'ai dû faire des choix à la création perso et c'était dur. Attends, t'étais un nain quoi? Battleur. Tu sais, c'est un jongleur quoi. Un mec qui est dans un cirque et je pourrais être un clown. C'était la première lame du tarot, mais en plus petit. Voilà. C'est ça, la première lame du tarot. C'était un 0,5. Et c'était chiant parce que moi je m'attendais à avoir juste ma carrière en mode vas-y, fais-moi des compétences, des talents, et j'avais des choix par milliers, parmi 50 des compétences artistiques. Des compétences artistiques qui serviraient à rien de toute façon et pourtant j'étais jeune, léger et enfin un nain pas cliché. Je me suis senti obligé de le jouer en cliché, c'était horrible. Et t'as fini comme guerrier des tunnels, comme tous les nains. Ouais, j'ai fini avec une hache et un bouclier, quoi. Comment t'expliques ça? Bah parce que le nain, en fait, de base, il commence avec une capacité de combat de monstrueuse, en faisant le pire jet possible, c'est-à-dire double 1. Je suis quand même à 32, c'est-à-dire mieux que la moyenne des humains. D'accord, ouais. Donc, voilà. du coup, donc de base, même à un moment donné, faut génétiquement, un nain, il se débrouille bien avec une arme, quoi. Faut arrêter de jongler, puis faut y aller. Un nain jongleur, il donne des coups de boule avant tout. Hein. Voilà. Et j'étais super agile pour un nain. Des coups de balle, c'est ça. Super agile. Natacha avait un personnage qui était relativement... Je peux juste dire mon nom? Ah oui, parce qu'on a tiré les noms avec le supplément qui est dans le... Zara Green, Zakan Finasson, Oda Grunt d'auteur. Voilà. Et vous avez une fois des noms en K là et en R. Mais beaucoup de G. Effectivement, Natacha avait un personnage relativement utile puisqu'elle a eu un mercenaire. Oui, alors c'est ça. Donc il faut vous repréciser qu'on a passé 2 heures à créer le personnage. Donc effectivement, pendant 2 heures. Enfin, pendant 1h50, je me suis amusée, jusqu'à 10 minutes de la fin, où on me dit vas-y, tire ton poids au dé. Donc je fais 86 kg pour 1m67. Merci beaucoup pour l'indice des masses corporelles. Et toute la table dit ah si, il faut que je tire un signe distinctif, et donc je finis avec des marques de Vérole. Moi j'ai pas obligé les signes de distinctifs. Hein. Ah oui, d'accord, tu t'amuses pendant. Oui. Ouais. Donc ce qui est important à noter, c'est quand même Natacha avait peut-être un des seuls personnages qui sur le papier ressemble à quelque chose, quoi. Elle avait une grosse capacité de combat, elle avait une bonne armure, pas dégueu, elle avait 2 attaques. Et ouais, ça, elle est mercenaire. Et mercenaire, c'est une très bonne classe de début. Moi, je constate surtout que Natacha est extrêmement superficielle, parce que dès que son perso est gros, elle s'amuse plus, quoi. Mais je suis une midinette, oui, vous le savez. Je veux dire, le maillot code de maille, elle peut pas l'enfiler, quoi. Non, mais en plus, le dessin, l'illustration, voilà, donc fétichisme de l'objet, hein, je suis désolée, voilà, l'illustration mercenaire était vachement classe, c'était une nana, en plus, ça tombe bien. Mais tu peux être classe et être gros, hein, je veux dire. 86 kilos en muscle, le muscle ça peut être beaucoup plus lourd que le gras.
86 kilos de muscles, ça arrive. Disons qu'elle se faisait d'elle une autre image. Voilà. C'est ça. Moi, je l'imagine. 1m30. Je l'ai pas imaginé gros. En étant gros, ton indice de masse corporelle ne détermine pas ta valeur. Non, ce n'est pas un indice de masse corporelle. C'est une surface de câlin. Tu te souviens ? Moi, je l'ai jamais imaginé gros, ton personnage. Enfin, bon. Il faisait quand même partie des personnages qui passaient pas dans le trou. On va peut-être arrêter la grossophobie et puis passer à un autre perso. Carrément. Alors, Shadow. Tu meurs d'envie. Shadow, je pense que c'était le deuxième perso qui ressemblait à quelque chose en fait. En fait, Natacha a tiré son perso avant tout le monde. Et du coup, on se disait, là, de la chance, mercenaire quand même. Parce que nous, on savait ce qu'on pouvait avoir. Oui, c'est ça. On les attendait. Nous, on les connaît, les classes. De rats. Donc, quand on l'a vu mercenaire, on bavait tous un peu. Qu'est-ce qu'on va avoir Donc, Maxime tire son personnage, nain, battleur. Bon, déjà, on commençait à le charrier dans ses choix. On lui disait, mais vas-y, prends le truc complètement pourri. Enfin, voilà, il avait des choix. Et à chaque fois, on essaie de l'inciter à faire des choix. Expression artistique, acrobate et jongleur, métier forgeron. Je maîtrise les armes de jet. Je peux lancer des haches de merde. Voilà. On essaie de le pousser dans des choix stupides par rapport à son perso. Enfin, on voulait pas qu'il s'optimise, quoi. Et quand c'est arrivé à moi, j'ai eu chasseur. Alors là, déjà, c'est pas mal aussi. Ce qui est pas dégueu. Ouais. Et moi, j'ai pas eu le cran de pas optimiser, quoi. Et pourtant, pour chaque choix, je crois qu'on t'a tous dit de prendre le truc non. Voilà, le truc qui servait à rien. Et moi, non. Parce qu'après tout, tester Warhammer, c'est aussi tester autre chose que ce qu'on a toujours joué, c'est-à-dire en optimisant. Et je suis faible. Ouais. Je n'ai pas réussi. Oui, mais en même temps. Je crois que le naturel a repris. Mais c'est vrai que parfois, il y a certains. Je trouve ça important parce que vous jouez en one shot là, c'est facile de plaisanter, mais il faut quand même se mettre dans les conditions et dans l'idée que ce jeu est quand même fait pour faire des campagnes. Mais je me souviens que quand on créait les persos, on avait vraiment la sueur au front. Parce que par exemple, tu avais des choix, il fallait vraiment être. Si tu voulais que ton perso soit efficace, c'est que tu n'es pas à attendre. Par exemple, tu as un choix entre camouflage rural ou tireur d'élite pour le chasseur. Ouais. Camouflage rural, ça donne un bonus quand tu dois te planquer dans des forêts ou dans des campagnes. Ouais. D'accord. Tireur d'élite, c'est plus 10. C'était tout le temps, quoi. Ça veut dire que c'est 200 points d'XP, quoi. Enfin, parce que les points d'XP, c'est plus 5% pour les caracs. Donc, ça, ce qui est choquant, parce que moi, j'avais joué à la version 1 où c'était 100 points par tranche de 10 à augmenter. Oui, tout à fait. Là, mais c'était pas les mêmes mécaniques. Donc, si, c'était la même chose. Pas peu de choses près, c'était la même chose, franchement. Donc, si tu veux, si tu connais pas les règles et que tu prends camouflage rural. Tu l'as dans l'os profond, quoi. Pareil, la différence entre dur à cuire ou maîtrise arc long, alors que ta dotation principale, ton arme principale, c'est arc long. C'est-à-dire que tu as une arme, mais... C'est comme si tu tirais carrière avocat et puis tu avais le choix entre jouer de la musique ou connaître le droit. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Enfin... Et c'est pas inutile, dur à cuire, hein, je veux dire, mais arc long, il faut savoir le prendre, quoi. Donc, et je me souviens, chasseur sans arc. Et je me souviens de chaque fois que tu crées ton perso, même quand tu dépensais tes points d'XP, parfois tu étais là, et après tu te dis merde, tu regrettes. Surtout que, petite anecdote, parce qu'après tout on est là pour faire de la nostalgie. Fabien. Mon MJ était quelqu'un qui ne donnait que 75 points d'XP par scénario. Ce qui est très peu, parce que tu n'obtiens une progression, donc un plus 10%, on jouait encore la première à cette époque, quand tu obtiens 100 points d'XP. Ce qui fait que nous, tu vois ce que je veux dire ? Au bout de 2 parties, on avait 150 points d'XP, quoi. Donc vraiment, c'était... Et alors lui, il le justifiait parce qu'il avait une approche qui d'ailleurs est, me semble-t-il, plutôt intéressante pour Hammer, qui est de dire je veux un univers réaliste. C'est-à-dire que lui, il avait un canon esthétique très fort dans la tête, donc vraiment une approche 100% simulationniste. Et il présentait il avait un univers qui était très 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 précis. Enfin, pour le coup, il a développé sa propre région à fond. Donc si tu veux, lui, il avait et donc pour lui, on pouvait pas gagner d'XP aussi facilement parce que c'était pas crédible, quoi. Voilà, les personnages n'étaient pas exactement sans des parler héros. de réalisme, tu vois, voilà. Juste crédibilité, quoi. C'est ça. Et donc par exemple, et alors enfin, je raconte souvent ça, mais il avait fait des trucs complètement fous, du genre faire des cartes de randonnée en fait de certaines régions. C'est-à-dire que tu pouvais dire bon voilà, à 100 mètres devant vous il y a un tas de bois, la route fait une courbe en U. Il avait la généalogie de
tous les aubergistes, chaque personnage que tu pouvais rencontrer, enfin bon, des trucs de dingue. Il pouvait t'expliquer d'où venait la famille régnante de l'endroit, il pouvait t'expliquer leur nom, On va aller voir le docteur. Il avait créé une carte des environs, il pouvait te dire alors là il y a un temple dédié à mort. Tu fais le malin toi avec Sens Exalogie. Le gros ta gueule. Le gros temple de... Non mais c'est je pense que il me latte. Il te latte question. Il me latte. Il aurait dû sortir Warhammer Exalogie, je pense. Ouais, non, mais il a fait des maquettes aussi. Il a fait des figurines. Mais pour ces gens-là qui se sont passionnés pour Warhammer, il n'y avait pas Games Workshop ne proposait pas à un moment donné d'envoyer ses créations. Alors lui, il a été en plus, il a travaillé chez Games. Ah ouais, d'accord. Et donc il pouvait présenter son armée. Il a fait, je pense qu'il a une partie de sa vie, de sa vie où il s'est beaucoup amusé justement parce qu'il pouvait créer. Enfin, si tu veux, son métier finalement c'était de créer des champs de bataille, des super figurines, et vraiment il s'est éclaté. D'ailleurs, tiens, j'en profite que tu parles de champs de bataille et tout ça pour dire que justement le mot campagne en jeu de rôle, quand on dit faire des campagnes, ça vient de là parce qu'à l'époque le jeu de rôle n'était qu'un wargame. Oui, parce qu'en fait ça vient de là en latin. Était un war. De quoi ? Campagne, étymologiquement, campagne, c'est d'abord la campagne militaire. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Ah ouais, d'accord, même quand on parle de la campagne dehors. Oui. À l'origine, ah la vache. Le jeu de rôle était encore un wargame, et donc quand on faisait plusieurs scénarios de suite, eh bien, on faisait des campagnes militaires, effectivement, et le nom est resté. Je me suis un peu perdu dans tout ça. Je voudrais passer la parole à Maxime qui l'a demandé avant de s'endormir sur la table. Non, d'accord, ok. On venait de terminer le... Je crois que je voulais juste dire que Games Workshop, c'était des cons. C'est gratuit, ça. Ok, alors ça, il va falloir que tu argumentes. Pourquoi tu penses ça Parce qu'ils esclavagisent leurs employés, ils les traitent comme des grosses merdes, ils les jartent sans leur demander leur avis, qu'ils ont pris toutes les décisions les plus connes possibles et imaginables pour auto-couler leur boîte au fur et à mesure alors qu'ils avaient de l'or dans les mains. D'accord, ok. Ouais. Genre, ça c'est un avis World que of j'entends beaucoup. T'as Warcraft qui arrive et qui leur propose de leur payer des droits pour faire de leur univers un MMO et qui disent non, on va faire le nôtre et qui du coup laissent WoW se faire alors que ça aurait pu être Warhammer Online. Voilà. Qui ensuite décide de sortir Warhammer Online un an trop tôt alors que tous les bêta-testeurs dont je faisais partie leur disent attendez, il manque la moitié du contenu, vous pouvez pas sortir ça maintenant. Qu'ils avaient encore une fois de l'or dans les mains, qu'ils coulent. Qui ont un super jeu qui ont un super wargame et qui décident de changer leur cible et de dire en fait maintenant notre cible c'est les gamins de 9 ans dont la grand-mère leur paye des figurines, du coup on va continuer à ressortir des codex de plus en plus déséquilibrés pour vendre des figurines aux nouveaux alors qu'on a encore une fois de l'or dans les mains. Bref, c'est une bande de gros cons. Ou alors les financiers qui sont là-dedans, c'est des gros cons. Et ils m'ont fait arrêter Ils connaissent pas leurs produits. Ouais. Ou alors ils connaissent juste pas leurs produits. Ils ont jamais encouragé le tournoi. Alors c'est pas des financiers à la base, comme ils connaissent pas. Non. Si, à la tête d'une boîte comme ça qui est en bourse, sommes, ils sont entrés en bourse, c'était une catastrophe. Ils recrutent des commerciaux, sauf que c'est des commerciaux qui sans doute ne connaissent pas le milieu. Enfin, là on parle peut-être très grossièrement, c'est peut-être pas vrai, mais je sais pas, mais c'est l'impression que ça donne. Hein. Alors moi, sans faire Shadow, toi qui juste non, mais tout ce que dit Maxime, tu plus soyez pendant que Maxime parle. Les choix qu'ils ont fait étaient que toi tu t'occupes d'e-sport, sans faire dans l'insulte ou bien dans les estimations hasardeuses. Attends, laisse-moi terminer. Sans faire dans l'insulte ou les estimations hasardeuses, moi ce que je peux dire en tout cas, c'est que Age of Sigmar, donc la dernière version de Warhammer, est, je trouve, très regrettable en termes d'univers. Parce que très clairement, ce que je disais tout à l'heure, ils ont voulu passer un univers 100% high fantasy, et alors qu'ils ont... Et donc en fait ils ont cassé la continuité, c'est-à-dire qu'ils ont dit en fait le monde disparaît et puis on en recrée un nouveau, et tu perds un peu, alors qu'ils avaient moyen de dire par exemple voilà, il y a l'invasion du chaos, la magie est partout, donc il y a des créatures de plus en plus puissantes, y compris chez les gentils, ce qui justifie notre choix de faire de la high fantasy sans casser tout ce qu'ils avaient jusque-là. Le jeu aussi est devenu un jeu beaucoup plus par escarmouche, qui ressemble beaucoup plus à ce à quoi ressemblait Confrontation à une époque. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub d'un excellent jeu de bataille qui s'appelle King of War, par Mantic, qui en fait, d'une certaine manière, cherche... Mantic, c'est quoi ? Mantic, M-A-N-T-I-C, qui cherche tout à fait à remplacer ce qu'était Warhammer à la grande époque, qui est fait par des anciens de Warhammer, comme Alessio Cavator. Parlez-en un peu. Parlez-en, c'est très intéressant. Où tu peux jouer, en fait. Je sais ce que c'est, mais parlez-en. Tu peux jouer tout à fait tes anciennes armées. C'est dans un autre univers, mais qui ressemble beaucoup à celui de Warhammer, que tu peux jouer avec tes anciennes armées. Moi, j'ai repris des... On réutilise les figurines achetées par Warhammer et surtout, pour les mettre dans un autre jeu. En fait, on sent
sens vraiment l'amoureux du jeu de figurines. Alors, qui c'est ce type? C'est Alessio Cavatore, je te dis. Oui, mais à l'origine. Il a travaillé sur plusieurs éditions. C'est un nom qui revient souvent dans Games Workshop. Ouais, les éditions 6 ou 7, il me semble. 6 et 7, me semble-t-il, de Warhammer. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et c'est quelqu'un qui a vraiment. On sent l'amour de la stratégie, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche de te faire acheter de la figurine derrière. C'est aussi des. Donc, moi, ce que j'aime énormément à King of War, c'est la grande facilité des règles. C'est-à-dire que ça reste tactique, ça reste vraiment intéressant, ça reste de vrais choix, mais en même temps, tu n'as pas 1 milliard de règles comme tu peux en avoir dans beaucoup de livres d'armée. Des effets aléatoires qui ont des effets détrimentaux sur une partie. En fait, pourquoi j'insistais pour te faire décrire, oui. Pardon, excuse-moi, qui est à l'origine de Mantic, c'est parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de dissidence chez Games Workshop. Et pardon, excuse-moi. C'est là que je veux en venir à la réflexion de Maxime. Vous dites, oui, on est dans l'insulte. Non. Vous êtes des passionnés de Games Workshop. J'aimerais savoir, Fabien, Maxime, combien d'argent vous dépensez tous les mois, tous les ans. Tous les mois, je ne sais plus. Depuis près de 5 ans, 0 €. Parce qu'au bout d'un moment, leurs choix m'ont juste. Je dis, ça m'intéresse plus ce que vous faites. Tu vois combien de. Non, mais moi, c'est combien d'argent t'es passionné. Moi, c'est certain que je suis. Combien d'argent j'ai dépensé? Énormément, je veux pas compter. Voilà. Moi aussi. Vous n'insultez pas Games Workshop. Je connais par cœur son univers d'Arc Hérésie. Non, pas d'Arc Hérésie, l'Hérésie d'Horus, par exemple. Ouais, je dois avoir lu absolument tous les bouquins, toutes les nouvelles. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une critique qui vient de nulle part, c'est pas une insulte. Oui, je dois avoir 4000 points d'armée d'Eldar, 3000 de Space Marine. Voilà. Cela dit, d'Homme Lézard. Donc bon. Je discutais l'autre jour, j'ai une copine qui a fait sa thèse sur la comptabilité des clubs de foot. Et donc elle fait de la comptabilité critique et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet c'est vachement intéressant. Tu souris, Adrien, mais c'est la comptabilité critique, en fait, ça se pose la question de savoir où va la valeur. Tu vois, la valeur qui est produite dans une organisation, qui la capte. Et donc ce qu'elle montre, c'est que ceux qui gagnent beaucoup ceux qui gagnent vraiment, c'est pas on se concentre tout le temps sur les sportifs, c'est en fait les régies publicitaires. Les régies publicitaires s'en mettent bien plus dans les fouilles que les clubs de foot, que les stades, que les équipes, parce qu'il faut pas oublier que la plupart des footballeurs, en fait, il y a une toute petite minorité qui est surpayée. Tout le reste, ils sont sous-payés, voire pas payés du tout. Ouais, bien sûr. Et donc, ce à quoi je veux en arriver, c'est qu'elle montre notamment que une des questions souvent qui se posent dans les clubs de foot, c'est qui est le club de foot, tu vois, parce que les joueurs changent, les gens qui possèdent l'équipe changent, les équipes, tout change, sauf les sponsors changent. Les sponsors changent, sauf les supporters. Ouais. Et il y a des supporters qui disent, c'est nous qui portons l'esprit entre guillemets du club de foot. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça aussi, je pense, dans les réactions qu'on a là, c'est-à-dire que c'est un peu nous qui portons l'esprit. En tout cas, tu vois, on avait un autre podcast où on disait que moi je projetais à l'excès sur certains jeux. On avait parlé dans Plagues, on a parlé dans Sens Néant. Et moi je projette énormément sur les univers où je me dis il y aurait tellement plus de trucs à dire. Il y a une époque où c'était comme ça, par exemple le Codex Necron, le premier Codex Necron était extrêmement profond, il y avait tout un tas de secrets, de double lecture, de trucs que tu pouvais comprendre. En fait, il y a un Cthulhu qui est sur Mars, des choses comme ça, enfin des choses que tu pouvais aller chercher assez en profondeur. Bon, peut-être que je vais pas faire trop le vieux con. Où ils faisaient évoluer le BG en fonction des campagnes internationales qu'ils lançaient. Ouais. Alors c'est arrivé 1 ou 2 fois. Ouais, en fait, ils sont pas tellement mouillés. Hein. Non, sincèrement, et au final, Tempête du Gao. Quand tu vois, en fait, en gros, ils ont lancé des scénars, un scénar mondial, et ils ont dit voilà, vous faites des parties, vous nous envoyez les résultats. Donc en comptant sur la bonne foi des gens. Et tu parles de jeux de rôle là ou de jeux de figurines. De jeux de figurines, d'accord. Et à la fin, ils disaient ouais, on va faire évoluer ça. Et genre dans le truc de Sigmar justement. Dans Battle, ça avait quand même pas mal évolué parce que justement le héros de Sigmar, quand il meurt à la fin et la figurine du coup n'était plus dispo dans les éditions suivantes. Non, elle est revenue. Hein, elle est revenue après. Tu peux l'acheter en ce moment. Non mais après, quand même l'édition suivante de l'Empire, il était plus là. Donc au début, je veux dire, ils en avaient parce que genre dans les Eldar, ils ont retiré plein de trucs. Il y avait Eldrad Ultran, il était plus là après. Genre parce qu'il était mort dans la campagne de 40K. Bon, ils sont pas tant mouillés que ça. Mais finalement, justement, on avait l'impression qu'ils allaient se mouiller. Et finalement non. Alors c'est là que tout le monde a été méga déçu parce que pendant des mois tu suis l'évolution de la campagne mondiale. Et ils n'ont pas réellement fait changer l'univers de Warhammer. Juste un point, quand Maxime parle de 40K, il parle de Warhammer 40 000. Qui est la version SF pour dire les choses rapidement, mais enfin qui s'est un peu émancipé. Bref, on avait plein d'espoir, ils nous avaient donné plein d'espoir, ils les ont brisés. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on dit on projette, c'est que je pense on a un Warhammer 40 000 ou on a un Warhammer en nous qui est de cette manière beaucoup plus riche ou beaucoup. Souvent quand je lis les récits
Horus, je me dis c'est fou, ils auraient pu raconter ça tellement mieux. Je fais partie de très nombreux déçus de la fin de Fulgrim. Mais enfin, il y a plein d'autres trucs où tu te dis non mais les motivations de tous les méchants dans les récits d'Horus, il aurait fallu les creuser infiniment plus. Elles auraient pu être beaucoup plus intéressantes. Il y a un personnage qui est Lorgar Aurelian qui cherche une élévation mystique. Enfin, tout ça, c'est des choses dont on aurait pu nous en parler plus. Tu vois. Donc c'est pour ça que les réactions effectivement un peu chaudes qu'on a. Voilà, elles sont dues à ça, quoi. Oui. Mais moi, j'ai souvent entendu des gens de Games Workshop au final dire dans des interviews qu'en fait, ça, ils avaient jamais voulu ça. Entretenir une communauté et compagnie, mais jamais ça les a intéressés. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais vraiment aidé les tournois. Ce qui est étonnant, jamais vraiment, tout ça les a jamais vraiment intéressés. En fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est juste faire un jeu de figurines, quoi. Ce qui est étonnant avec leur volonté de garder parce qu'une des particularités de Games Workshop, c'est qu'ils possèdent des chaînes de magasins partout en France, en Europe, dans le monde, quoi. Ouais. Donc ce qu'on appelle les Games Workshop. Où moi, j'ai commencé ma vie de rôliste, en fait. C'est-à-dire que la première personne qui m'a dit hey, mais ce que tu devrais faire, c'est pas vraiment la figurine, mais plutôt du jeu de rôle, c'était un mec de Games Workshop. Et le premier mec qui m'a recruté dans un groupe de jeux de rôle, je savais même pas que ça existait à l'époque, c'était un mec de Games Workshop. Ouais. Et on s'était rencontrés là-bas. C'est là aussi que, comme toutes les licences ou comme toutes les franchises, Games Workshop a ses pratiques en fait en termes de recrutement, en termes d'esprit d'entreprise, très à l'américaine, un petit peu comme dans un McDo. De Apple, non? De quoi? Les vendeurs de Warhammer, des boutiques Warhammer, c'est un petit peu comme les genius des boutiques Apple. Je sais pas du tout. C'est souvent des passionnés, ouais. Il faut aimer le produit, c'est clair. On revient peut-être au. Je suis pas un connaisseur de Macintosh. On revient peut-être à la partie. On n'a pas parlé du perso d'Adrien encore. C'est vrai. Parce que quand même c'était le monument. Non, mais c'est aussi sans moi, il y aurait c'est aussi l'occasion de ce podcast pour parler aussi. On va y revenir. Je t'en prie, Adrien. Alors mon personnage, parce que hélas, il y avait eu qu'un échec autour de la table, il en fallait un deuxième. Je suis tombé sur un collecteur de taxes. Collecteur de taxes. Ah bah c'est bien avec ton oncle. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, je sais comment interpréter ce genre de personnage. Il y a pas de problème. Bah oui, avec ton oncle. Je sais comment mettre de l'argent de côté quand je prélève des taxes. Et tout à fait. Le seul défaut. C'est quoi la Suisse de l'univers Warhammer? C'est la forêt de Lorraine. D'accord. Donc tu sais l'Helvétie. Les elfes, non. Vrai, ils sont un peu neutres. Ouais. C'est vrai qu'ils sont complètement neutres. Ouais, les ils sont refermés sur eux-mêmes. Parfois, quand tu vas à la frontière, tu leur demandes de l'aide, ils t'accordent de l'aide. Ça... Des fois non, et t'as pas d'explication et tu dégages à coup de flèche. C'est préjugé sur la Suisse que vous êtes. Sur la Suisse, non, sur les elfes sylvains. Sur les elfes sylvains. Ah, excusez-moi. Je croyais que vous parliez de la Suisse. Alors, on va parler des nains plutôt, parce que c'est eux qui ont les thunes et qui sont dans les montagnes. Ouais, donc voilà, racisme, quand il le tient. Donc collecteur de taxes, heureusement, franchement, je m'attendais vraiment à des choix de compétences tout pourris, tu vois, entre genre baratin et fuite. Choix artistique, tu veux dire? Non, ok. Non, parce que des choix pourris, ouais. Non mais si tu veux, t'as des fois où t'as des choix pourris, donc comme toi. Et puis moi, il y avait pourri et des trucs un peu utiles, genre j'avais des compétences de tir, des trucs comme ça. Donc c'est clair, j'étais à mes doux un collecteur de taxes, il a ça quoi. Alors après, quand tu projettes, tu te dis ok, le collecteur de taxes, c'est surtout le mec qui a une cargaison d'or et qui va d'un point A à un point B et il veut pas qu'on lui prenne l'or et la vie. Voilà, donc bon. mais moi, la question que je me suis vraiment posée quand je suis tombé sur ce perso, c'est autant les vôtres, mercenaires, troubadours et chasseurs, c'est des gens que tu vois avec une vie un peu précaire et qui du coup ont des raisons de partir à l'aventure. Voilà. Moi, je suis un putain de collecteur de taxes, donc j'ai un employeur, j'ai une mission. J'ai sans doute une maison, j'ai peut-être une famille. Pourquoi je pars à l'aventure? Le début où on nous dit retrouvez-moi de nuit là-bas pour. Mais pourquoi? Moi je dois dormir demain, je bosse les enfants. Je sais pas. Il y en a peut-être d'autres comme ça. Je crois le bourgeois est pas mal what the fuck. Parce qu'après, le chasseur de rats, le batelier, il y a plein de boulots. On sent que c'est un peu des intérimaires qui font quand ils peuvent leur boulot. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Le chirurgien barbier, c'est pas mal. Voilà, pareil, un chirurgien barbier, on s'imagine très bien le gars qui voyage de ville en ville pour arracher les dents là où il faut. On l'imagine voyager. Le collecteur de taxes aussi, il peut voyager à travers le monde. Il est pas intérimaire, il n'arrive pas dans une ville, il fait bonjour, je suis collecteur de taxes, s'il vous plaît, donnez-moi une mission. Tu donnes ça à quelqu'un de confiance de la région.
C'est pas tu fais pas ça un pécor, quoi. C'est vrai que quand je regarde les... Vas-y, fais-nous rêver un peu là, Fabien, parce que je te vois faire. Ah ben, tu sais, il y a un pilleur de tombe, un chasseur de rats. Ouais, l'escroc aussi. T'as une carrière d'escroc, pilleur de tombe. Tu peux être pêcheur. Alors, pêcheur, c'est un peu stable. Pêcheur, l'illustration te vend du rêve. T'as un mec qui est en train de sortir un filet de l'eau avec une grosse tentacule de pieuvre. Enfin, pêcheur dans Warhammer, c'est le mec qui lance son filet, tu vois, dans les rivières au mieux, et sinon à la mer, quoi. Parce que celui-là, il est sacrément musclé, il est. Ouais, il fait un truc de fou, il fait rêver. Tu peux jouer un paysan aussi. Oh putain, mais voilà, pareil, paysan. Mais comment un paysan part à l'aventure? Non mais scribe, je veux peux dire, jouer tu un fais quoi? Tu suis les autres, quoi. Ouais, mais un serviteur. Le paysan, c'est trop bien, il a une opportunité de carrière derrière de ouf, quoi. Il peut faire quasiment tout. Ah, et puis il y a quand même des trucs qui font rêver, trafiquant de cadavres. J'avais pilleur de tombe en tête, mais c'est peut-être l'évolution. Ouais, non, c'est clair que. Pilleur de tombe, c'est le premier, je crois. Après, tu peux évoluer en tueur de trolls et charbonnier, c'est vrai qu'il y a des. Cadavres, c'est le mauvais. Dans ma campagne, j'ai un joueur qui a commencé. C'est plus logique de commencer par pilleur de tombe avant d'être trafiquant de cadavres. Parce qu'il faut une chose après l'autre. Faut bien récupérer les cadavres quelque part. C'est ce que je dis. Et après, les carrières avancées font rêver un peu plus. Pilleur de tombe, c'est genre Tomb Raider, tu vois, c'est un peu de l'action. Valet, là, l'illustration, elle vend du rêve, mais pas dans le bon sens, quoi. Le mec, il est enchaîné, mais vraiment, hein, il a des chaînes autour du cou, autour du bide, voilà. Bon. Du bondage, quoi. Si tu veux. Je pense que cette notion de métier, on en reparlera quand je vous ferai tester prophétie. Ce sont des carrières, pas des métiers. Oui, des carrières. On en reparlera bientôt. Je sais pas ce que ça change, mais le mot n'est pas le même. Parce que moi, j'avais des métiers. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite? J'étais forgeron. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors moi déjà, le gros truc auquel je m'attendais, c'est comment tu vas nous lancer dans une histoire, sachant que voilà, on n'a aucun lien, on n'a pas de BG, on n'a rien fait, il y a rien, quoi. Donc on trouve un vieux prétexte. Oui, c'est ça, c'est un JDR tradi, il y a un vieux qui nous a donné une quête, quoi. Oui, mais non, ce qui est un copain qui nous a donné une quête. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'était même pas genre vous êtes dans une taverne, parce que tu vois, vous êtes dans une taverne, vous êtes là à l'aventure. Ok, moi j'étais, tu vois, à ce moment-là, ça veut dire j'étais collecteur de taxes, et là je suis parti à l'aventure, très bien, on tire un trait sur mon passé de collecteur de taxes, ça me fait un petit historique, tu vois. Sauf que non, là j'étais collecteur de taxes, on était chacun là pour notre boulot, et c'est vrai que le passage à l'aventure est un peu dur. Un peu rude. Ouais, c'est un peu... Je veux dire, en même temps, collecteur de taxes, tu regardes tous les autres, c'est vraiment celui qui est le moins à l'aventure, quoi. Bah non, il y en a plein d'autres. Enfin, même, tu vois, un paysan, il part pas à l'aventure avant qu'on lui ait brûlé sa chaumière, tué sa femme et ses enfants, enfin... Matelot, c'est pas mal aussi, parce que matelot... J'imagine sur un bateau en principe. Ouais, matelot. Ouais. Mais après matelot, tu peux te dire, ok, mon bateau a coulé. Ouais, mais voilà, tu vois, à nouveau, t'es obligé de projeter et de créer une sorte d'histoire pour justifier que tu partes à l'aventure. Encore une fois, on l'a fait en one shot, hein, en vrai. Quand tu prépares une campagne, tu discutes avec ton PJ, tu te fais un petit BG, compagnie. Mais est-ce que ça, c'est écrit dans le bouquin? Comment est-ce que t'as... Là, on joue à Warhammer. Si c'est pas l'avatar du jeu sur lequel tu t'adaptes. Oui, mais oui. Non, et puis effectivement, Warhammer, il y a une réponse toute faite qui est que Warhammer ne peut se comprendre que en campagne, tu vois. Oui. Je veux dire, mais une campagne, il faut quand même qu'elle commence. On l'a dit, hein, le mot même vient de là. Enfin, c'est un wargame quand même à l'origine. Ce sont des figurines dont on est en train de parler là. Vraiment, parce qu'indirectement, c'était ça le but du jeu de rôle Warhammer. De cases normalement dans Warhammer. Le jeu de rôle, à mon avis, Warhammer était sorti je pense, avec beaucoup de passion. Tu vois, vraiment l'envie d'approfondir l'univers. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette idée que tu intégrais le champ de bataille, que tu étais une figurine. D'accord. Et qu'enfin tu pouvais sortir du socle, si j'ose dire. À discuter, on peut en parler maintenant plus tard. C'est justement le fait que le système de carac, de points, de machin du jeu de rôle soit très facilement passable au jeu de figurines. Ouais. Et ça, moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'étais gamin, c'est que on faisait une partie de jeu de rôle et puis à un moment donné dans la campagne, c'était prévu, il y allait avoir une bataille. Et donc, les personnages seraient sur le champ de bataille avec les armées en vis-à-vis. Ça, c'est cool. Et ça, c'est énorme. Je te parlais de mon MJ tout à l'heure. Il s'était fait une armée de son Falconland, donc de la région qu'il avait. Et chaque figurine avait une histoire. Absolument. Oh putain. Mais par exemple, je me souviens que j'avais une armée de gobelins. Et à un moment, il y a un squig, cette espèce de grosse bête qui. Je crois que c'est les bêtes les plus mignonnes de tout l'univers de Warhammer. Elles ont des grandes dents et. Elles sont trop choupies. Si tu veux, ouais. C'est un peu comme Pac-Man, mais en vrai, tu vois. Et en rouge. Oui, et donc il tombe sur un régiment qui le chope et sur le moment on dit ah merde, Otto a disparu.
parce que tu vois, il s'est fait choper par le truc et en fait, il l'a ensuite réintégré dans le jeu de rôle, Otto Van Sergent instructeur, qui parce qu'il avait perdu une jambe durant une bataille, est devenu instructeur des troupes du vicomte. Et ce qui est génial dans Warhammer, c'est qu'évidemment, je crois que dans les règles de base, il y a un système de cases et compagnie. Et que quand on était jeune, on jouait avec nos figurines Warhammer en plus pour représenter les batailles. Des fois, on sortait même des mètres pour faire les distances en disant le nain il a que 3, il bouge qu'à 3. Et ça faisait chier, hein, mais en gros, ça permettait de visualiser. Hein. On a fait des tonnes, moi je me souviens, pour les visualisations de combat chez mes parents comme ça. Et vu on jouait à Warhammer, on avait des décors à la maison. Donc tu sortais les arbres ou les décors urbains, parce que plus ça allait, plus on avait des décors avec le temps, et du coup on pouvait vraiment simuler des bastons dans les... Des vraies batailles. Et du coup niveau immersion c'était quand même pas mal, parce que vraiment tu disais je me suis caché là, puis tu vois ça marchait mieux que Vademecum pour moi. C'est vrai. Mais en fait ce que je trouve assez fun là-dedans, c'est ça quoi, c'est le passage de l'un à l'autre du jeu de rôle à la figurine quoi, c'est ça qui est génial. Du coup on avait enfin c'était moi le MJ, mais on avait fait une campagne où ça commençait bataille et puis après on suivait les généraux qui avaient dû fuir. Je trouve ça génial. À l'inverse, on commençait figurine et puis enfin il y avait des passages de l'un à l'autre, ça c'est vraiment cool. Génial. Et ça se fait très facilement parce que la feuille de personnage, le profil c'est quoi? On a capacité de combat, capacité de tir, force, endurance, agilité, intelligence, force mentale, sociabilité. En En gros, il y a tous les éléments de Warhammer Battle. Ouais, tu prends les chiffres des dizaines et tu fais ta... En fait, celui-ci, il faudrait encore reprendre la première édition qui était encore plus proche. En fait, la première édition, la force et endurance était sur 10 et il y avait même pas de. Ouais, la première édition, en fait, t'avais juste le. C'est juste CC et CT qui était sur 100. Non, en fait, ce qui se passait, c'est que t'avais toutes les caractéristiques des figurines. Plus quelques quelques zones, plus 4 supplémentaires, genre force mentale. Je crois que force mentale, c'était le commandement. Par contre, il y avait dextérité et agilité dans la première édition. Il y avait des trucs en plus. Il y avait des trucs en plus, mais je crois que c'était le commandement qui. Attention à ton micro, Adrien. Pardon. Bref, voilà. Alors donc, revenons au scénario. Alors, il y a un mec qui vous envoie une. Non, j'aimerais faire un petit retour sur la création de personnages. Oui. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu les statistiques sur les classes, enfin les métiers qu'on peut avoir au début. Ah oui, alors on parlait de. Non, mais grosso modo, parce qu'on les jette au hasard. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi les chances de tomber sur un truc un peu intéressant et les chances de tomber sur un truc complètement moisi. Faible. Alors, c'est une bonne question. Genre, apprenti sorcier, c'est quoi? C'est à 3 chances sur 100. Apprenti sorcier, pour un humain, t'as 2 chances sur 100. Voilà. Et ça, c'est le village? Ah non, apprenti sorcier, t'as 2 chances sur 100. Les elfes ont 6 chances sur 100. C'est pour ça que tout le monde voulait jouer elfe, d'habitude. De devenir geôlier, t'as 1 chance sur 100. Sauf pour les nains, qui ont 3 chances sur 100 de le... Parce que les nains, en fait, vu qu'ils ont moins d'accès à des carrières, nécessairement, les probas... Les autres augmentent. Oui, Les nains, par exemple, ils ont très peu de chances d'être porte-rune. Je crois que c'est 2 ou 3 chances sur 100. Par contre, ils ont de grandes chances d'être mineurs. Tu vois, c'est... Et alors, vas-y, donne des métiers type, je sais pas, mineur, bûcheron... Vagabond, donc le mendiant, t'as 2 chances sur 100. Voleur, 2 chances sur 100. Valet. C'est quoi les métiers où t'as un gros pourcentage? Je crois qu'il y a soldat ou un truc dans le genre, t'as de grandes chances. Ou paysan, t'as de grandes chances. Pas tellement. Et ça ressemble à des statistiques en fait, ça veut dire qu'il y a genre une 60aine de carrières. Donc non, c'est important. Si paysan, c'est une petite. T'as plus de chances d'être noble que d'être régisseur. Ok, en fait, non, mais ce que ça dit, c'est que déjà, c'est pas comme Fatal. C'est-à-dire que c'est pas l'auteur qui essaie de projeter des stats de population sur les stats là. Ouais. Ah non, je pense que c'est un peu fait à la One Again, quoi. C'est un peu fait à la One Again, un peu fait à l'intérêt, tu vois, genre les apprentis sorciers, on va pas en mettre beaucoup parce que non, en fait, les apprentis sorciers, t'as pas plus de chances d'être apprenti sorcier que d'être marin, par exemple. D'accord. C'est vraiment les mêmes. Ça a peut-être beaucoup changé entre l'édition 1 et 2, mais. Je crois que aussi, dans le jeu, ils te disent oui, vous pouvez les tirer à l'aléatoire, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir. Je veux dire, t'as un mec qui joue à Warhammer en disant je veux jouer un mage, on va pas le faire tirer au dé, quoi. Voilà, et après il y a des choses, tu vois. On a tendance à beaucoup respecter les règles parce que c'est un peu notre approche. Notre credo, mais nous on négocie. En fait, on était tout le temps dans la négociation avec le MJ, tu vois. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait pas mal. On a fait tout le temps aussi pendant cette partie. Shadow puis Natacha. Oui, parce que je voulais faire part de mon expérience lorsque j'ai lancé ma campagne. Nous, on a tiré trois fois sur la table des métiers, des carrières, pour chaque joueur, et comme ça, il avait 3 choix de carrière. On savait qu'on partait pour une campagne, qu'on allait y jouer longtemps. Il fallait pas que ce soit un truc complètement débile, qu'on n'ait pas envie de jouer. Donc on tirait 3 carrières et on choisissait. Donc ça permettait un petit peu de jouer, d'avoir
C'est très souvent ce qui se passe quand il y a des créations de personnages involontaires, aléatoires. C'est ce qu'on fait aussi avec Adrien sur Cthulhu. On fait tirer plusieurs fois les caracs et puis c'est comme Shadow. Voilà, comme Shadow, il a dit, on a la même technique pour les caracs. C'est au lieu de faire chacune son tour, on tire toutes et ensuite on répartit les chiffres pour faire un bonhomme. Je me souviens que même quand on avait créé nos persos il y a fort longtemps, on avait fait ça. Parce que sinon c'est horrible. Je veux dire, quand t'es mage, tu tires ton 3 en force mentale, tu vas te faire chier pendant toute la partie, quoi. Ouais, en fait, c'est la campagne. La campagne. Et c'est des heures et des heures de là, il y a jeu, la miséricorde de Chalia en plus qui, en principe. Oui, mais nous, on l'utilise pas parce que c'est une carac qui passe à la moyenne. Je veux dire, quand tu fais un match, t'attends à faire un score pas dégueu en force mentale, quoi, tu vois. Sinon, tu vas te le traîner toute la. Faut voir que ce genre de conneries, 9%, tu vas te les traîner toute la campagne et au maximum, tu auras un plus 40 un jour. C'est bien, mais. Je suis curieux. Les métiers, on les tire avant ou après les caracs ? Après. D'abord tes caracs et ensuite ton métier. Alors j'aimerais bien. Mais en vrai, dans la pratique, on faisait l'inverse. J'aimerais bien rapidement qu'on explique le système de résolution parce que depuis tout à l'heure on parle de pourcentage. C'est vraiment important. Et là, je comprends rien. En gros, on a la plupart des scores qui sont en pourcentage. Et par pourcentage, comprendre, on a entre 20 et 40% si on est excellent. En pratique, on a entre 20 et 30. En 17, ouais. En pratique, on a entre 20 et 30. Parce que quand tes compétences, tu divises par 2, tu peux descendre à des 11-12. Quoi. Ouais. Et donc, on va tester là-dessous. Donc, par exemple, pour toucher au corps à corps, on va jeter capacité de combat. Pour, marchander, il y a une compétence marchandage. Et donc, si on a la compétence, c'est notre score de sociabilisation. Donc, sociabilité, là, par exemple, j'ai 32. Mais si on n'a pas la compétence, c'est divisé par 2. Et des compétences, là, sur ma feuille de perso, j'en ai 5, 6. Enfin, j'en ai 5 dans les compétences de base sur une liste d'une vingtaine, je pense. Puis elles doivent être utiles, hein. Vu que t'es collecteur de taxes, je pense que ça doit être pas mal. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai commérage, évaluation. Son personnage, il était collecteur de taxes, mais il se débrouillait. Le personnage vraiment pourri, c'était le butler à Maxime, hein, c'est clair. Toi, au moins, t'avais une épée, t'avais une armure, c'est ça. Tu pouvais te battre un peu, t'avais une arbalète. Tout ça pour dire qu'en moyenne, on a un tiers des compétences, on va dire, qui sont présentes, où on va jeter des scores de l'ordre de 30%. Et le reste du temps, on va jeter des scores plutôt de l'ordre de 15%. Donc c'est-à-dire tu lances un dessin, faut faire en dessous. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en moyenne, les actions de base, tu as une chance sur 3 d'y arriver. Ça veut dire que tu te forces souvent. Et ça, c'est les actions que tu as une chance de faire. Parce que les actions où tu es moins bon, tu auras une chance sur 6, quoi. Voilà, sauf que on avait quand même des bons tireurs. Hein. Ils arrivaient. Après, tu as les bonus-malus de circonstances. C'est-à-dire que quand tu sur un gros ennemi à plusieurs ou en visant, enfin, ce genre de choses, tu arrives vite à des scores. Mais dans le meilleur des cas, tu arrives rarement à plus de 50-60, ce qui reste quand même pas BZF. Hein. Et ça, c'est dans les super bons cas, quoi. D'accord. Donc, on peut dire que c'est un jeu où tu échoues beaucoup. Pour donner un exemple, je crois que le score le plus élevé qu'on avait autour de la table à une compétence, c'était toi en tir. Toi, Shadow. Ouais, Shadow, pardon. Parce que tu avais plein de bonus que tu avais réussi à choper à la création. Mais en gros, il faut dire que ce personnage, il va pas évoluer beaucoup pendant 30 en fait, comment dire je suis d'accord avec vous, effectivement, le fait on va beaucoup échouer. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf dans les combats. Ouais, en fait, assez rapidement, on s'aperçoit que dans la liste des actions, on va gagner des bonus. Par exemple, si on veut gagner du corps à corps, on va faire une charge, ça va nous donner plus 20% de chance de toucher. Donc, quand on a 30, on passe à 50%, c'est une chance sur 2. Alors oui, ok, c'est une chance sur 2, mais c'est quand même une chance sur 2. Donc, pour les combats, c'est pas vraiment problématique. Il y a toujours une solution pour taquiner la moyenne ou passer au-dessus. Un combat, ce qui se passe, c'est qu'en pratique, on va faire 3 tours où tout le monde va rater. Voilà, et puis d'un coup, bim. Voilà. Donc, au final, on perd juste un peu de temps dans les combats. La problématique, elle est pas là. La problématique, elle est dans le canotage ou le fait de savoir nager ou d'escalader. C'est quand on veut fuir d'une baraque où on est poursuivi par des gardes, on descend par la fenêtre avec une corde, et là tout le monde tombe par terre. Parce que, tu dois faire moins de 17. En même temps, excusez-moi les gars, mais c'est assez cohérent parce que dans Warhammer, fuir, c'est souvent la grosse merde. Quand t'es figurine, c'est la grosse merde dans Warhammer. Mais là, t'imagines que personne ne sait monter une corde ou descendre une corde. C'est-à-dire que voilà, on est 4, il faut tous faire moins de 15 ou 17, descendre. Et on se viande tous comme des bouses. Attends, me dis pas quand même qu'il y a la carac montée à une corde et la carac descendre à une corde. Attends, tu m'as fait peur. Fondamentalement, c'est qu'un truc que nous tous on aurait réussi. Je veux dire, moi dans la vraie vie, ma vie est menacée. Il y a une corde, j'arrive à descendre. Je l'ai déjà fait plein de fois. Ma vie n'a jamais été menacée. Mais descendre à la corde, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait de l'escalade. Mes premières séances d'escalade, en ayant jamais fait, j'y arrive sans souci. Tu te brûles un peu les mains. Tu te brûles un peu les mains, mais tu t'en fous. Quand ta vie est en danger, tu te brûles les mains, il y a pas de souci. Et là, tu me dis, on avait tous que 10% de chance d'y arriver.
Même 15%. C'est ridicule. C'est complètement con, quoi. Ce qu'il y a derrière, c'est que derrière, il y a un tableau de hauteur de chute et dégâts qu'on prend. Et donc là, c'est là que ça devient marrant. Tu te dis, ok, c'est un jeu qui essaye de simuler un peu, d'avoir une sorte de cohérence avec le réel. Tu vois, genre tu tombes de telle hauteur, tu prends tant de blessures. Why not? Et là, tu te dis, bah attends, mon jet, je l'ai raté de pas beaucoup. J'ai quand même réussi à descendre un peu la corde. Bah non, tu tombes d'en haut, donc tu prends les 9 mètres de chute, ça fait tant de dégâts. Donc tu prends les 3/4 de tes PV. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Et après, tu pries pour juste ne plus avoir à faire un jet de dés, parce que sinon, tu vas te toucher et mourir. Scénario, c'était quoi? C'est quoi? On y revient. Scénario, on y revient. Parce que, vas-y, parce que je me rappelle Il y a un mec, on croise des chasseurs de primes, on croise des fanatiques. On les bluffe, on récupère une quête, on va chez le mec, on récupère la caisse, il y a des mecs qui veulent nous buter. On s'enfuit ou on les bute, on va brûler la caisse avec un joli bûcher, on va dans les égouts parce qu'Adrien a trouvé une carte, on trouve des scaven, on les tape, fini. Bref, j'ai fait un scénario de Warhammer. Voilà. C'est ouf parce que ça ressemble exactement au scénario de Warhammer qu'on faisait avec Ben Guérand. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour. Alors, est-ce que dans les égouts il y avait deux issues, une où il y avait des scaven et où il y en avait pas? Non, c'était un couloir. Il y avait des scaven dans tous les cas. C'était pas une question de tissu. C'est un peu différent alors. T'as fait une originalité là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Cela dit, j'ai pas tellement. Tu prends des libertés. J'ai pas. Enfin, je veux dire ce que je veux dire, c'est pas tellement que c'était. Enfin, je sais pas, c'était pas complaisant. Je sais pas de refaire, tu vois les. Simplement, c'est les thèmes que moi j'ai toujours aimé. Tu vois, je remets les trucs que j'aimais bien quand j'étais jeune, quoi. De l'aventure, de l'aventure cheapos, où tu cours sur les toits, où t'as des monstres à la fin, et puis un truc pourri et le nombre de scénarios et pas très high fantasy, quoi, tu vois. Il y a combien de scénars de Warhammer qui ne se finissent pas sur un plan d'une grotte avec des scaven dedans? Avec ou des monstres ou des. Alors c'est aussi une grosse référence à la campagne de l'ennemi intérieur, puisque dans le premier tome qui est là, tu vois, on dit toujours dans un JDR tradi, il y a souvent une grande campagne qui l'accompagne. La campagne de Warhammer, c'est l'ennemi intérieur, et la première partie de l'ennemi intérieur s'appelle. Là, ça m'échappe maintenant, mais enfin, il y a un moment où ce ne sont pas les scaven que vous recherchez. Non, mais il y a un moment où on n'arrête pas de se promener dans les égouts, où t'as un plan, t'as plein de choses à chercher. Comment il s'appelle la campagne? Il y a une campagne avec l'empereur, on joue dans une ville. C'était quoi la première campagne de Warhammer? Les scaven n'existent pas là, qui est sortie. C'est celle, l'agonie du jour, tu veux dire? Non, c'est pas celle-là. J'aimerais bien retrouver le nom. Avec les scaven, il n'y en a pas souvent, hein. Là, c'est des campagnes de première édition. Dans la deuxième édition, il y a Terror à Talabheim. Terror à Talabheim, c'est celui-là que j'ai fait. Ça, c'est les Skaven, voilà. Ouais, ça, c'est 100% des Skaven. C'est celui-là que j'ai fait. Ouais. Et alors, il y en avait partout. Il y en avait dans les villes, il y en avait dans les tonneaux, il y en avait dans les villages, il y en avait dans les forêts. Tu sortais de ton pieu, il y en avait un sous ton lit. Enfin, il y avait des Skaven partout. Mais en fait, je me souviens que derrière le livre, le texte, la 4e de couverture, c'était les Skaven n'existent pas. Alors c'est peut-être pas sur la 4e de couverture, c'était peut-être en en-tête du scénario. Je sais plus, mais je me souviens qu'il y avait cette phrase, et alors t'en trouvais partout. Il y en avait partout. Et alors au début, ce que j'adorais, c'est que Ben Guérand avait fait l'effort. Dans mon lit, il y a des Skaven. Et alors, tu sais, Ben Guérand avait fait l'effort de respecter le truc qu'on savait pas. Donc il nous décrivait, alors vous voyez des formes, alors ça ressemble à des rats. Puis t'entendais au fond de la classe, ouais des Skaven quoi. Ah bah c'était la même là. Hein. Ouais, c'est des sortes de petits êtres bossus encapuchonnés. Ouais, bah c'est des Skaven. Quoi. Non, ils sont petits et bossus et vous savez pas ce que c'est. Ça a l'air de mutants. On a vu ils ont des moustaches. Skaven. Les Splinter quoi. Oui, les Skaven, ça marche que avec des gens complètement débutants qui ont jamais joué à Warhammer. Je crois que si Adrien. Non, ça ne fonctionne pas, non. Parce que même Natacha connaissait les Skaven. Oui, alors déjà même moi je connaissais les Skaven et en plus. Quel est le roman français du XVIIe siècle qui nous parle de Skaven? Dis-nous, Natacha. Alors attends, tu veux que je mette la musique d'élitisme là parce qu'elle va réussir à trouver une référence. Hein. Le joueur de flûte de Allez, les rats dans les murs de Lovecraft. Mais c'est pas 17ème ça. Attends, les hommes rats et tout ça, il y en a pas dans la fontaine, ils n'utilisent pas les rats. Hein. Je crois pas. Si, le lion et le rat, mais c'est pas des hommes rats quoi. Oui, c'est pas des hommes rats. Non, Lorsque la malpierre nous mime. La malpierre, tu sais que je suis jaloux comme un pou, jaloux de ce terme, la malpierre. Ah, c'est très chouette. Il est génial ce terme. Génial, ça c'est. J'aurais tellement voulu inventer la malpierre.
Les Skaven, ça marche que avec des gens qui connaissent pas. Oui, et puis en plus, je mets au défi de me trouver une table entière de grands débutants où il y a que le MJ qui sait ce que c'est, quoi. Bah oui, et du coup, quand ils n'ont pas regardé Kaamelott. Attendez, ma boîte mail vient d'exploser là. Quand t'es juste quand t'es tout seul grand débutant à une table, de toute façon, on te l'explique dès le départ, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Vous me l'avez expliqué avant qu'on commence à jouer. Vous avez expliqué ça dans l'univers. Bon, après, c'est du jeu de rôle. On fait comme si on connaissait pas. Et puis voilà, bon. Shadow, tu voulais ajouter Oui, parce que hormis les Skaven qui reviennent tout le temps, il y a aussi le dilemme de joueurs de Warhammer on rencontre un PNJ, il est tout seul dans les bois, il a l'air d'avoir de l'équipement. Est-ce qu'on le bute Est-ce qu'on le laisse en vie ou pas? Voilà. Il y a eu une discussion à un moment de dire est-ce qu'on joue comme on jouait quand on avait 14 ans ou est-ce qu'on essaye d'être un peu plus évolué? Bon, le premier, on l'a laissé partir. Parce qu'il avait un nom. Parce qu'il nous a donné 4 couronnes d'or. Vous l'avez surtout, et là j'ai envie d'appuyer dessus, il y a 2 événements importants dans le scénario. Le premier, c'est justement ça, c'est le moment où on nous donne la quête. Parce que, moi j'ai quand même envie d'en parler parce que c'est quand même phénoménal. C'est un gars lambda qu'on connaît à peine qui nous dit un mec qui nous contacte. Venez dans les bois cette nuit à tel endroit. Hors de la ville, à tel endroit dans la. Non, okay. Il envoie il envoie des messages à chacun d'entre nous par des gamins des rues, que sais-je. Alors voilà, bon. Je suis collecteur de taxes. Bon, bah j'y vais. Enfin, c'est évident. Oui, c'est normal. C'est évident. En pleine forêt, la nuit. Ma mercenaire, le personnage de Natacha, vient avec moi. Mais ça, c'est normal. C'est ma mercenaire. Voilà, tout va bien. Là, on avait réussi à trouver un truc cohérent. Jusqu'ici, tout va bien. Le bouffon. Le bouffon. Je veux dire, on a toujours besoin de rire, quoi. Donc, on demande au battleur de venir. Le chasseur, le chasseur, ça colle, voilà. Tout à fait. Bon, et puis, je bossais dans la même foire que le battleur, donc on venait ensemble. On a une cohérence moyenne. On se retrouve là-bas. Ouais. Et là, on croise la moitié de la ville, en fait. Parce que, c'est ça. De nuit, un rendez-vous, il y a la moitié de la ville qui vient. Le soir, il n'y a plus personne, en fait, dans les lits. Une dizaine de fanatiques qui cherchaient. Non, c'est vrai que je suis mauvais angle, il était recherché, ça se comprenait. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Fabien, excuse-moi. Le mec était recherché par d'une part des mecs qui nous donnent rendez-vous, embauchés par ses employeurs qui voulaient le retrouver, et d'autre part par des flagellants. Et donc là, le mec, on le croise et on se dit, ok, il va nous expliquer un truc, nous donner une mission. Ok, on sait que c'est le mec de la quête, le vieux de la quête. Non, c'est souvent un vieux. Ouais. Oui, un vieux mourant. Je suis au courant. Et il nous fait, faut que vous alliez chez moi. Il y a une caisse à ramasser. Il fait, c'est le paiement de la mission. Faut que vous la brûliez sans regarder ce qu'il y a dedans. Ok, ça c'est la mission du coup. Vous nous payez combien? Mais j'ai pas d'argent. J'ai juste un peu d'or sur moi. Ok. Mais bon, d'accord, c'est la quête. Ok. Alors, et donc là, c'est le moment où, en tant que joueur, on fait d'accord, c'est la quête. On fait la quête. Parce que scénaristiquement, on a toutes les raisons de juste buter ce mec. Prendre ses thunes, le livrer aux fanatiques parce que le mec il était mutant quoi. Il voulait pas nous le montrer mais on avait bien compris et en fait j'ai senti que Fabien il aurait aimé que dans une campagne vu qu'il nous a expliqué des trucs sur lui qu'on soit sensibilisé à cette personne, qu'on y soit attaché. Je me faisais pas tant d'illusions que ça. Ouais bon tant mieux. Il a pas préparé une campagne. Non c'était un scénario point. Parce qu'en fait dans une campagne tu sens que vu qu'il y avait des gens, tu nous avais expliqué l'histoire de la ville et compagnie, moi je disais mais qu'est-ce que tu m'expliques, j'en ai rien à foutre. Alors en fait je sens que ça va pas être utile en plus. Ça servait à rien. Mais comme dans tout le scénario de jeunesse, effectivement. C'est vrai, tu te fais chier. Pour te répondre un peu plus clairement, ça fait partie d'une campagne Warhammer que je n'ai jamais écrite, mais pour laquelle j'avais développé des choses beaucoup plus poussées en fait. Alors pas avec cette accroche tout de même, mais j'avais développé des trucs un peu et j'ai jamais joué. En fait. J'adorais ton amour de l'accent allemand, enfin de prononciation allemande. Je prononce, j'ai fait 10 ans d'allemand. Au moins je pourrais pouvoir prononcer mes noms en allemand. Une personne à la table qui est sensible à ça. Merci. Alors ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup Natacha de savoir écrire les noms de mes personnages en allemand. Oui, moi aussi 10 ans d'allemand, mais je suis désolée, c'est la seule chose qui me reste. Mais c'est tout ce dont on a besoin. Savoir prononcer les noms des personnages. Sauf que tu vois quand t'as 3 personnes sur 5 autour de la table qui savent pas les prononcer, c'est con quand même. Shadow. Maxime, il y a combien de parties de Warhammer que vous avez fait 0. Où les noms de personnages autres que les PNJ écrits dans la campagne officielle avaient des noms pseudo-allemandsisants? Non, il y en avait pas. Ouais, ça, il s'appelait Jean, Bob et ouais, c'est ça. Ouais, parce que Valbourgue, Geisefte,
Rudolf Widmer. Foynezenhof, parce que moi je les ai écrits en phonétique. Les gars, vous vous souvenez pas de cette période où toutes les séries et tous les films anglais ou japonais étaient traduits par des Français et où dans les mots genre, par exemple, je sais pas, Seyar devenait, Seiya devenait Seyar, ou alors Ken ça devenait Robert, enfin voilà, bah c'est pareil. Sauf que moi j'ai pas eu la VF de Derrick, donc. Oui voilà, la VF de Derrick. Warhammer c'est la VF de Derrick. C'est ça, vous avez joué une version Bonjour doublée Gus. de Warhammer. Bonjour Jean-Pierre. Voilà. Et donc là, on part sur la quête. C'est important. Et c'est parce qu'en fait, ce moment, je pense, c'est symptomatique de en tout cas, de notre époque de jeu comme ça, qui était très participationniste, où en gros, le MJ vient avec un scénar et on va jouer le scénar. Voilà, il a sa piste, aussi foireuse soit-elle. Va falloir la suivre. Il y a un vieux mourant. Ça ou rien. Il y a un vieux mourant qui nous donne une quête. Bon, on va écouter ce qu'il nous dit. Il y a un enfant qui a été enlevé, on va l'aider, même si on le connaît d'Inef, d'Indatan, et que c'est super dangereux, qu'il y a des dragons, des liches et des je sais pas quoi. Voilà. Et là, moi, ce que j'ai trouvé très très fort, c'est qu'il y en a eu 2 des moments comme ça dans ce scénario. C'est-à-dire qu'on a récupéré sa cassette, on l'a fait brûler comme il a dit, on n'a pas regardé dedans, on a hésité, franchement, c'était tentant, c'était un one shot. Des chiffres molles, c'est tout. Ouais, t'as vu la gueule qu'il avait? Et là, on se retrouve, on a trouvé chez lui une carte des égouts. Mais pourquoi on irait explorer les égouts? Il y avait oui, d'accord. Pourquoi? En fait, attendez qu'on ouvre la cassette pour découvrir qu'il y avait des pièces d'or dedans. Être non, tout pas content. particulièrement, non. Si ce que vous avez fait, c'était tout à fait envisageable. Ils ont donc la cassette, il leur avait dit brûlez-la, et donc ils sont allés à l'endroit où le type s'était fait choper par les flagellants. Ils se disent ils sont en train d'allumer un bûcher. On va aider à alimenter le bûcher. Donc ils ont balancé la cassette dedans. En bois, dans son propre bûcher. Et ils nous avaient demandé de la faire brûler. Sans l'ouvrir, donc sans connaître le contenu pourri qui était dedans. Ils ont tenu la promesse. Ils ont fait la mission. Notre PO. Et donc ça. Et on a crié au bûcher parce qu'ils voulaient pas allumer le bûcher en plus. Nous on apprend que le gars de bûcher. Non mais c'est ça, voilà, au bûcher. Non mais c'est ça. Ils nous faisaient poireauter, genre il y avait ce bon bois. Ils chopent un gars plein de tentacules et tout et ils te font traîner. Oui, tout ça hérétique, qu'on va finir. C'est comme le trône de fer. C'est comme le trône de fer. Winter is coming, mais pas maintenant, parce qu'on a dans 3 saisons. Donc nous on était là obligés de crier ouais, coupable au bûcher satanique. Et bon voilà. Ils étaient plus motivés que les flagellants. Ah complètement. Nous on avait une cassette maudite sur nous, on voulait pas se faire pécho avec. Le mec il le brûle. Voilà, on se débarrasse de la cassette. Il récupère la galette de métal pourri. Avant ça même, on a une carte. Bon. Non, mieux aussi, vous êtes blessé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter des potions de soins, oui, c'est ça. Non, des PV des PV à l'église. À Chalia. Ça coûte super cher, ça coûte une vache. Putain, une vache pour Non mais, c'est ça. Tout coûte une vache dans ce monde. Moi, j'ai joué comme je me souviens. On n'est pas une vache près en même temps. Là si, moi des vaches, j'en avais 4 8. 4 PV, une couronne, c'est voilà. 4 PV, une couronne, une couronne d'or. Ouais, faut savoir qu'aussi en termes de système, les PV, les blessures, c'est pas vraiment des PV, c'est pas hyper grave si t'es à 1. Le jeu, voilà, même si t'es à 0, le jeu, c'est qu'après il y a des critiques. J'ai perdu au jeu. Voilà, c'est qu'après il y a des critiques. Donc c'est quand tu te prends des critiques que tu commences à être emmerdé. Et un critique à 1, t'as un bras endolori. C'est pas la mort. Donc en fait, en théorie, avoir perdu 6 blessures, je crois que tu régénères un truc du genre 1 par heure, non? Attends, Shadow, tu parles en dehors des micros. Ouais, Shadow dit qu'il pense que tu récupères 1 PV par heure quand t'es en dessous de 3 ou par jour, je sais plus, quand t'es en dessous d'un certain seuil. Bref, plus t'es blessé, plus c'est chiant. Mais globalement, on a payé cher pour récupérer quelques PV sur une nuit de sommeil et c'était bon, quoi. C'est aussi parce qu'on jouait pas en campagne et que nos 3 pauvres couronnes d'or, à part récupérer des PV, voilà, ça servait pas à grand chose. Donc on allait soigner au plus simple. Et puis après, on a. Et puis après, on s'est dit, à ce moment-là, moi, ce que j'attendais, c'est que Fabien nous dise, un PNJ vient vous voir, vous gagnez 100 d'XP. Enfin, soit à la fin de scénar, soit un truc. Et là, y a rien qui vient. Ouais, y a rien qui vient. On a une carte. Bon, on a une carte, c'est les égouts. On va y aller, c'est parti. On n'est pas à se risquer la vie une fois de plus ou de moins. Ouais, c'était ça, ou regarder un nain sur un poney jeter des haches. Donc voilà, quoi. Du coup, les égouts, ça nous a paru sympa, quoi. Moi, j'ai passé un bon moment. Ah non, mais attends, ça m'a fait ma Madeleine de Proust. J'ai eu l'impression de redevenir jeune. Mais nous aussi, et avec toutes les répliques à la con que ça. À ce propos, moi j'ai vu des. T'as vu des autres cartes aux ans.
En fait, non, j'ai découvert des comportements de joueurs de 14 ans que je réutiliserai d'ailleurs sur mes futures tables de jeunes. Voilà. Oui, Voilà. parce que c'est vrai qu'on. Mais par exemple, je ne savais pas que vous alliez voir les scénarios de vos MJ quand les MJ quittaient la pièce, quoi. Ah là, ça a été énorme, c'est-à-dire que Fabien quitte la pièce et là, Adrien et moi quasiment en même temps. Oh putain, il a laissé son scénar. Adrien l'aurait fait, moi je l'ai empêché. Maxime a une morale. Ouais, j'ai vraiment dit, on va quand même pas pousser le vice jusque là, C'est quoi. le plus vieux d'entre nous, hein, ça se sent. Oui, vachement. Putain, j'avoue que c'est la tentation. Bon, C'est peut-être moi le plus vieux d'entre nous. Non, c'est Shadow, non. Non, c'est Shadow, je C'est pense. Shadow, le vieux. Il a 40 ans. il a quand des même. poils Et rien, n'importe quoi déjà. Pas encore. Et puis voilà, l'important c'est dans la tête. Hein. Non, oui, les actions un peu étranges que l'on fait quand on est ado, bah voilà, on en a eu 2-3. Bon, bah, le premier PNJ, on l'a laissé partir. C'est Le vrai. deuxième, on lui a laissé aucune chance. Voilà. Non, mais il faut être franc. Voilà. En même temps, il avait pas de nom, donc je veux Voilà, dire, c'était un Il y a un no-name. mec qui surveillait la planque du. Où il y avait la cassette hein, la chez le corrompu, enfin le mutant. Le mutant. Le mec se barre, on sait pas si c'est parce Ouais, qu'il il se barre parce qu'il nous a finit sa vus et ronde. voilà. Et puis là, bon, Ah on non. se dit, bah lui, on va le tuer. Ouais, puis un mec qui fuit, tu vois. Ouais, T'as besoin de c'est tirer dessus 40 flèches et 3 haches parce que tout le monde rate. Enfin, honnêtement, on Moi, aurait j'ai tué la tiré moitié 2 de la flèches ville 2 si fois dans le dos. les gens passaient à côté, quoi. Hein. Ah Et en plus, Shadow, il commence bam 0-1, quoi. Maxime. Oui, exact. Flac. Bim. Tu sais, moi, je lance une hache. Ping. Et merde. Et là, plouc. Bon, et après, on l'a dépouillé comme des gros sacs. Bah oui, bien sûr, tu tues un mec en C'est pleine ça, rue. on le tue et direct on le fouille. Et il a une armure, vas-y, prends l'armure et tout. On s'équipe un et puis truc que après j'avais on va oublié. chez le mutant. Un truc Et que on laisse j'avais le oublié corps dans la aussi, rue, quoi. On c'était s'en le coup de. Pardon. Non mais c'est vrai, on est parti en laissant le cadavre en plein milieu de la rue, poil, à poil, en slip, on a tout pris. Un truc que j'avais oublié aussi, c'est le coup de. Je récupère ton arme de base, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que ça se revend 10 couronnes d'or. Bah oui. Alors, ça vaut 10 couronnes d'or. C'est vrai que tu le revends en général un dixième du prix ou la moitié. Oui, je mais sais enfin, de toute façon, tu revends t'en fous, quoi. au début, tu vraiment pousser la le vice pour moindre pièce, respecter. c'est- Voilà, c'est ça. Ah, je trouve ça génial, vraiment. Ces comportements vraiment qu'on pourrait trouver dans des RPG de jeux vidéo, Ah oui, non, en mais fait. c'est ça. Puis Le mec, le comme dans cadavre, Hitman, il finit en slip. Et ce qui est quoi. marrant C'est- aussi, c'est que si tu veux, enfin, Hier, Natacha a eu la réflexion, ah mais les cadavres ils disparaissent pas. Ça veut dire qu'il est encore là-bas. et ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est des trucs qui s'oublient pas d'une certaine manière. Mais non. T'as beau faire tous les JDR les plus intellos du monde, Ouais. au fond de toi, tu manges toujours des chips et de la pizza. Et oui, de- et oui, c'est clair. comme depuis tes 15 ans, quoi. Il y a 2 comportements d'ados qui ouais. nous étaient systématiques que je n'ai pas retrouvés ici. Un, c'était de Adrien. faire brûler quelque chose. Hmm. Attends, Il y Shadow. a une cassette Non, non. et un type. Ah, mais tu vois, Pas mal. typiquement, en fuyant de la maison, on aurait foutu le feu à la baraque pour être sûr d'être pas être poursuivi. Enfin, ça, c'était le. Il y avait la tenancière, elle m'a fait un bisou. Ouais, mais enfin, déjà, on l'aurait pas fait un bisou. Et la deuxième chose, c'était que mes joueurs avaient tendance à, je pense, essayer de faire dans le jeu de rôle ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en vrai niveau Draguer. sexuel. Adrien. Non, ça c'était pas draguer, non, non. Non, On va oui. pas en dire beaucoup plus, mais c'était Ah, crade. mais hein. tout le monde a compris. Moi, j'ai jamais eu ça. hein. Maxime. Bah, Oh bah écoute, moi ça si, dépend de tes complètement. joueurs, Genre mais plus non. soit Adrien, mais alors à 200%. C'était pas temporisé par la présence féminine à la table, par exemple. Mais non, mais nous. on Moi, j'ai connaît jamais pas fait les- ça et Moi, j'ai c'est pas jamais eu forcément besoin du de faire viol, ça, si tu donc, veux. Mais Ah non, 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 pas du mais- viol, mais en voilà, gros, il ça disait, allait au c'est bon, sexe. on quoi, la tout le drague temps. et puis on couche parce que voilà. Ouais, c'est ça. C'est t'as Je la fais un vision. jet de dés et c'est parti quoi. Ouais, c'est ouais, clair. si j'ai eu ce Ouais, comportement une ou deux fois, mais c'était vite naze. Enfin, c'était vite plus con qu'autre chose. Quoi. Enfin, tu vois, jamais aimé regarder du porno entre copains, moi, donc bon. Ah bah voilà, c'est pour ça. Voilà, donc, Moi non, mais 2 de mes joueurs le faisaient régulièrement, donc ces deux-là s'entretenaient pas mal dans le truc. Donc voilà. Bon bah bref, on tout a ça pas eu pour ça parce dire qu'il y que avait dans pas de filles Warhammer, aussi. il y a un vrai côté régressif quand Ouais, même. un vrai côté Et régressif. c'est aussi Ouais. pour ça qu'avec Adrien, on n'arrête pas de jouer à Cthulhu, si tu veux, Fabien. Ce que tu disais là, le témoignage que tu fournissais tout de suite, où tu disais, non mais on adore, C'est même un on aspect peut faire. nostalgique. C'est un aspect nostalgique, c'est un aspect. Mais pas Et alors, uniquement. je sais Il y a pas du si- fun aussi Ce qu'il y a, là-dedans. c'est que je sais pas si c'est vraiment. Tu vois, tu dis, c'est Warhammer qui. Je sais pas si c'est vraiment Warhammer en soi. Non, si tu veux. non, ça c'est notre comportement ado. Si on redécouvrait Warhammer, simplement, c'est juste que ben ça nous renvoie à une. Oui, c'est ça. À ouais. une époque, quoi. Il y a tout un tas de délires qu'on avait à cette époque-là. Et Oui, mais ça, regarde, ça par les exemple, réactive. aujourd'hui, en actualisant un peu la célébration de ça, c'est né Buck.
Alors je dis aujourd'hui, c'est vrai que Nullbuck ça commence à être un peu plus ancien, mais aujourd'hui la célébration de ce petit côté régressif. Nullbuck, moi je l'ai découvert au moment où on jouait comme ça. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Je me souviens très bien quand on a découvert. Mais regarde, aujourd'hui ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jeu de plateau, un jeu de rôle qui célèbre en fait cette espèce de truc là. Parce que vous en fait, disons que dans la fiction, ce qui s'est passé, c'était très sérieux. Bon. Mais ce qui était rigolo, c'était le recul que vous aviez en tant que joueur. Non, dans la fiction, c'était pas sérieux. D'accord, non, comment dire on pourrait. Disons qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui mettent. Mais Warhammer est un monde inconséquent. Oui. C'est un monde complètement inconséquent, Warhammer. Il y a des gens qui meurent toutes les 3 secondes. Tout le monde a une arme sur soi. L'espérance de vie, elle est de 30 ans maximum. Il n'y a pas de flic. T'es meunier, tu mets ton grain à moudre dans le moulin, tu jettes tes dés, tu fais 99 ou 100, c'est toi qui passes dans le moulin. Enfin, non, mais t'es meunier, t'as une chance sur 50 de mourir à chaque fois que tu fais de la farine. D'où ma réaction de ah bon, mais les cadavres ils disparaissent pas. Oui, je comprends. Parce que là, il y en a partout sinon. Quoi. C'est vrai que la bonne vérité du. Il a fait un sang, il s'est auto-tué avec son arme. Voilà, le coup de. Il y a un Skaven, il se retourne, il veut nous tirer dessus. Et il se tue tout seul parce qu'il a fait un sang. Contre lui. Je sais pas dans quelle mesure ce qu'on a joué n'était pas une forme de caricature. Tout le monde joue comme ça. Tout le monde joue comme ça, Fabien. Il y a une part de caricature, c'est-à-dire le fait, par exemple, de blaguer sur le fait qu'on allait tuer ce garde, mais on peut toujours, dans cette fiction-là, y trouver une cohérence. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été vu par ce garde. Il y a peut-être des renforts qui vont arriver. On l'a pas buté sans raison. Alors c'était ridicule parce qu'on a dépensé 300 munitions. Attendez, là, je voudrais tout de suite rassurer Fabien. Moi, j'ai lu les campagnes du commerce, par exemple, de l'œil noir récemment, parce que justement, alors je parle de l'œil noir, le vieil œil noir. Hein. Oui, mais c'était ça. Ce qui pose problème, c'était pas vraiment la campagne elle-même, c'est les comportements de joueurs là dont on dit. Mais non, mais justement, moi, attends, que ce qui est le jeu de rôle, c'est pas tellement le jeu de rôle. Attends, tu veux que je te fasse une analyse de système? Pour évoluer de carrière dans Warhammer, il faut avoir les dotations de la carrière suivante. Donc il faut looter comme un gros porc, non-stop. Oui. Donc, il faut buter tout ce qui passe pour le récupérer. Surtout, il y a des métiers qui ont des objets dont ils ont besoin qui sont complètement à la con. Hein. Honnêtement, le pire de tombe, j'aimerais bien savoir ce qu'il a comme objet. Hein. Mais non, mais tu vois, je parle des carrières avancées. Oui, pardon. Les carrières avancées pour trafiquant de cadavres. Il a combien de cadavres et une morgue? Le trafiquant de cadavres, c'est pas il me semble. Si, c'est une avancée. Juste pour te dire. Voilà quoi, c'est un jeu qui encourage ce genre de conneries. Je veux dire, tout se base sur des dotations et sur ce que t'as. Moi, j'ai vu des salles, par exemple, dans certains jeux de rôle, qui étaient avec un coffre au milieu. Tu ouvres le coffre, il y a des pièces d'or dedans, comme dans un RPG japonais, comme dans Final Fantasy VII, ou alors que tu es en train de faire péter une usine atomique, il y a des coffres. Ne crachons pas trop dans la soupe de ce qu'on a aimé, mais attends. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pas une caricature, c'est une époque. C'est une époque. C'est pas une caricature. C'est une époque aussi pour nous, tu vois. Je veux dire, tout le monde jouait pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais bien, je connais personne qui joue autrement. Hein. Nous, on a une campagne de Warhammer, on la joue sérieusement. On essaye de faire attention à ce qu'on fait. Je suis d'accord. Tu loot les cadavres. Mais on loot tous les cadavres, on est d'accord. Mais le corps, on l'aurait pas laissé traîner, on l'aurait sûrement pas tué le gars, etc. C'est vrai qu'on a joué pas du tout prudent, on faisait un peu n'importe quoi, mais il y a quand même plein d'éléments qu'on aurait fait en vrai. Typiquement, on trouve la carte, on va dans les égouts sans raison. Ça, on l'aurait fait. Ça, on l'aurait fait, évidemment. Moi, je me souviens de Terreur à Talabaim. Parce qu'il s'enfuit. Ben oui, il risque de parler de nous, on n'a pas été discret. Oui, mais peut-être qu'on lui aurait lancé un sort ou un truc, on l'aurait suivi. Voilà. Mais là, on était dans l'état d'esprit de se dire, allez, venez, on revient quand on était ado et on va faire n'importe quoi. Et c'était ça qui était intéressant et c'est ça qui nous a amusé. Ah, mais moi, on s'auto-caricature pas. Là, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai jamais eu de connaissance de Warhammer. J'ai pas cet affect à Warhammer. Encore une fois, moi, c'est Magic mon référentiel. Et j'ai fait la campagne Terreur à Talabaim. C'était pas quand j'étais ado, c'était il y a 7 ans, puisque c'était à l'époque où Ben Guérand venait à la barreau. Donc c'était en souvenez-vous, les premiers podcasts sur Play, Ben Guérand est là. Et ben après, on jouait à Warhammer. Donc voilà, c'est pas si vieux que ça. Et ben, je suis désolé, mais on a fait la description de votre scénario, c'est ce qu'on a joué. Et alors, il y a une différence entre ce qui se passait dans la fiction qui était très intéressant. Il y avait des meurtres, il y avait du vol, il y avait des trucs comme ça. Et puis la manière dont, en tant que joueur autour de la table, on riait, on s'amusait. C'est là qu'il y a une différenciation entre les joueurs qui se marrent, qui prennent du recul par rapport au contenu fictionnel créé, et puis peut-être à leur propre comportement aussi. C'était trop drôle, quoi. Et ça, on l'a eu. Et Ben Guérand, je tiens à préciser que c'est non seulement un très 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 bon MJ de Warhammer, mais il prend la chose très au sérieux. Moi, j'ai fait des veillées avec Bender où on a parlé de Warhammer. Il me faisait rêver. Enfin, il parle de ça avec des étoiles dans les yeux. C'est formidable. Donc, on a
jouer sérieusement. Pour autant, il y a ce côté, il y a ce double discours, il y a voilà, c'est là. vrai que je Shadow. vais arrondir mes dires, mais dans notre campagne, je dis on joue très sérieusement, etc. Mais il n'y a pas une partie où il y a pas quelque chose de complètement loufoque qui se passe. Il n'y a pas un truc qui va nous faire marrer, qui va nous rester, quoi. Effectivement, notre campagne de Warhammer, il y a une vraie intrigue, des vrais personnages et tout. Et à côté de ça, c'est quand même assez absurde, quoi. Et voilà, là, c'est pas de la nostalgie d'enfance, c'est pas régressif. En tout cas, pas dans mon cas. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, voilà. Et j'ai fait une campagne entière, donc. Je pense. Adrien, tu voulais parler avant que je me fasse un monologue. Je voulais repartir sur un des trucs que tu avais dit. Ah oui, si je voulais te poser la question, est-ce que dans votre groupe, il n'y avait pas des joueurs qui, eux, avaient déjà beaucoup joué ou joué un peu à Warhammer ado et qui, du coup, auraient importé leur habitude de jeu et te l'auraient transmise? Alors, pas le jeu de rôle. Le jeu de figurines, énormément, mais pas le jeu de rôle. D'accord. On était tous des novices du jeu de rôle, pour le coup, vraiment. Okay. Et en plus, on avait choisi nos classes et on avait des persos qui étaient extrêmement classe. Karim était mon frangin, on avait une relation particulière un peu à la Astérix et Obélix, mais en moins caricaturale. Il y avait des tas de ratiez quand même 2 actions sur 3. Et en tout autant bicurieux. Tout en temps quoi? En étant autant bicurieux que Astérix et Obélix. Bicurieux. Avec une petite tension. Non, parce qu'on était frères. Grossophobie, racisme, biphobie. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on ratait beaucoup d'actions, mais ça donnait lieu à beaucoup de jeux. J'ai pas fait de jugement de valeur. Non, mais arrêtez de donc je disais que... Donc ils n'ont pas importé leurs habitudes de jeu. Non, je pense vraiment pas. Il y avait un joueur qui était un peu borderline, parce qu'il fumait beaucoup et à la fin il était un petit peu défoncé parfois au cours de ses parties, mais et donc il pouvait parfois sortir des trucs un peu spé, mais honnêtement on a toujours joué sérieux, il y a eu des moments très forts, mais il y avait ce recul qu'on n'a pas par exemple dans d'autres jeux de rôle. Par exemple dans des jeux comme Shadowrun qu'on a fait avec les mêmes personnes, il n'y a jamais eu ce recul où on était mort de rire. Non, il y avait du sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans Warhammer, l'univers est caricatural. Quand on parle des Space Marines qui ont 18 poumons, 3 cerveaux, un qui dort pendant que... Non, moi je suis désolé, mais c'est l'univers que je connais le mieux. Mais même quand on dit qu'une les fanatiques de Sigmar, les mecs ils se baladent ils se baladent avec des loques et des fouets et des chaînes, quoi. Quand on dit que la petite fille, elle a la robe et le couteau, enfin ça c'est dans la base que tu tripotes là, Fabien. Je suis pas sûr. Je veux dire, moi je l'ai lu ça, donc quelque part. Et je veux dire, c'est quand même, on est dans la caricature, tout est caricatural dans Warhammer, donc il faut pas s'attendre à des choses. Après, je suis sûr qu'on peut faire des rillettes avec ce jeu et en faire un truc extraordinaire, mais en attendant, voilà, c'est. Oui, il y a un autre point dont j'aimerais parler, c'est donc on rentre dans les égouts, on explore les égouts. Et là, en fait, je suis tombé. Je sais pas comment le décrire. Déjà rentré devant les égouts, je veux juste préciser qu'on a eu la scène de jeu de rôle classique. J'arrive pas à ouvrir le cadenas. Je lance les dés. Moi, j'y suis pas arrivé. Et toi, j'y arrive pas. Et toi, j'y arrive pas. Et toi, j'y arrive pas. Bah, toi, je réessaye du coup. J'y arrive pas. Et toi, je réessaye du coup. J'y arrive. Au bout d'une dizaine de lancers de dés. Non, pas d'une dizaine. Non, ça a été moins que ça. Oui, mais c'est rigolo, quoi. Mais ça a pris quand même 6 lancers de dés à peu près. Ouais, et, voilà. 4, le classique que t'as juste envie de dire, putain, MJ, tu veux vraiment qu'on fasse des dés? De toute façon, on va y arriver au bout d'un moment, quoi. Le truc cliché qu'au bout d'un moment. Merde, quoi. C'est le jet qu'on doit pas rater, et tant qu'on le rate, on le refait. C'est ça. C'est juste, ça n'a aucun intérêt fictionnel de le rater, à part de faire rigoler les gens autour de la table, quoi. Bah oui, mais c'est ça l'intérêt fictionnel. L'intérêt, il est là. L'intérêt, il est là. Oui, c'est moi qui l'ouvre. En fait, je sais pas. Tu vois, là, je me suis posé la question, parce que là, c'est un jeu. La première fois, Natacha essaye de l'ouvrir à coup de hache, donc en tapant sur la serrure avec la hache, et Fabien nous dit, ça fait un gros clong. C'était en pleine nuit, je crois. Moi, je m'attendais à ce que des gardes débarquent. Enfin. Ouais. Alors bon, c'était peut-être pas dans le scénar. Mais non, les gardes, ils étaient dans la forêt, on t'a dit. Donc du coup, le forgeron essaye à sa manière, puis chacun essaye à sa manière, jusqu'à ce que ça fonctionne effectivement. Et là, dans les tunnels, on doit faire un test de discrétion. On est 4, on a tous 30 dans la compétence, dont certains qui ne l'ont pas, qui vont jeter à 15. Il n'y a pas une règle comme quoi c'est celui qui a le plus qui peut... Non, mais il n'y a pas une histoire d'aide. Dans certains jeux, pas là. Non, pas là. Ah bon, parce que moi je crois qu'on appliquait cette règle-là dans. Alors il y a peut-être des Warhammer. MJ qui font jeter le score le plus bas.
Ah oui, c'est ça. Mais c'était pas ça dans la les règle. règles, je crois. C'est pas du tout une aide en fait. C'est pire. C'était ça, je crois. C'est une aide parce que le fait que tout le monde le jette, même si le pire réussit et que tous les autres le ratent, voilà. Donc du coup on rate, voilà forcément. Et en fait, moi, là où je veux en venir, c'est qu'on arrive à une sorte de scène qui pour moi transcende tous les univers Warhammer. Et c'est un peu comme la vision platonicienne dans le monde des idées. C'est un peu une idée en soi. C'est l'idée de la grotte avec les monstres, mais pas n'importe quel monstre. Et pas n'importe quelle situation. C'est la grotte où il y a une activité. Donc là, c'était une sorte de frappe de pièces. Mais moi, j'ai vécu ça dans Dark Heresy, une usine où, je sais même pas ce qu'ils fabriquaient, une sorte d'usine de corrompus. Mais on l'a vécu une autre fois dans Dark Heresy où là, c'était une usine où ils fabriquaient des bracelets pour les esclaves. À Warhammer, on l'a vu avec un truc d'alchimie. On l'a vu avec c'est toujours la grotte avec une activité illégale ou autre qui a lieu, des monstres et parfois un gros monstre et des joueurs qui débarquent en situation surplombante, mais tout le temps la même, en situation surplombante, comme ça ils ont une vue d'ensemble, ils voient la scène, et là c'est qu'est-ce que vous faites. Et cette scène, pour moi elle découpe les réalités de Warhammer et elle est présente partout, quoi. C'est la scène d'introduction d'Indiana Jones 3 de l'Ice Crusade, tu sais, où il arrive, il voit en surplomb les mineurs en train de... Et c'est pas un hasard. C'est vraiment, je suis d'accord avec Adrien, c'est une scène qu'on trouve dans... Je crois que le premier scénario de ma campagne de l'œil noir, c'est ça. Les joueurs, ils arrivent dans un égout et ils arrivent en surplomb d'une activité. Enfin, je suis sûr que ça doit revenir dans dans pas mal de livres dont vous êtes le héros aussi. Ouais, je pense bien. Ouais, tout à fait. Mais en fait, ce qui est particulier dans Warhammer et c'est pareil dans Dark Heresy, c'est qu'en fait, Adrien, ça a toujours lieu, quasiment toujours lieu dans la ville. Et ce qui est un peu aberrant, c'est que c'est un truc qui fait du bruit, qui est compliqué à installer, c'est pas discret, et pourtant c'est là. Dans Warhammer, nous, on le trouve en 5 minutes, quoi. Enfin, on a pété un verrou, on a fait 10 mètres dans les égouts. Dans Dark Heresy, un peu plus que ça. Ouais, allez, 100 mètres. Non, mais bon, voilà. Et ça me fait penser à toutes ces réflexions de Fly, quand je fais des Zelda ou des trucs comme ça, et qui me dit, Léon, le maître du donjon pour aller pisser, la nuit, c'est pas pratique. Dans Dark Heresy, dans n'importe quelle cité ruche, tu descends de 3 étages en dessous de là où les derniers gens habitent. Alors, ok, c'est des zones abandonnées, mais et là il y a des putains d'usines pour tous les corrompus de la ville, et c'est tout le temps pareil. Et dans Warhammer, il manque vraiment un mec urbaniste qui réfléchisse un peu à son organisation, quoi. Ouais. Ah, c'est et voilà, donc on les a défoncés. Donc en fait, on voit bien globalement. On a essayé de fuir, mais en fuyant, on les a tués. On voit bien globalement que, ok, d'accord, il y a un schéma typique de l'aventure qui, à force de répétition, devient caricature, devient un mème en fait, ce qu'on appelle un mème, et du coup qui provoque de l'humour autour de la table. Les joueurs rient beaucoup, mais n'empêche que ça reste de l'aventure et que c'est génial. Et ça c'est important à préciser aussi. Ça fait rêver malgré tout ces grottes. Enfin, moi je suis désolé, mais j'ai commencé encore une fois mon premier scénar de l'œil noir avec les enfants. L'autre jour, on a joué à cela, et ça les a fait rêver, quoi. Les rats dans les égouts, j'ai fait ça exactement. Hein, ça marche, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne. Et c'est disneyen, c'est presque des dessins. Je veux pas donner l'impression de brûler ce que j'ai adoré, quoi. Non, mais c'est pas du tout le cas. T'inquiète, ça sort bien. Mais en fait, tout ce qu'on dit, au final, c'est une sorte de célébration. Oui, complètement. Alors, on souligne les défauts, mais parce que, on est un peu comme tu rigoles de toi-même quand tu. Ouais, c'est ça. On les connaît ces défauts. On les a côtoyés tellement de temps. Il y a quelque chose de très étrange dans Warhammer. On les aime ces défauts de cette façon. Quelque chose de très étrange quand même dans Warhammer, et qui fait qu'à mon avis, ça reste un petit peu comme Magic, une Madeleine de Proust qui dure dans le temps. Enfin, un truc qui dure dans le temps. C'est que à côté de cet univers caricatural, il y a aussi quand même des histoires de grands personnages, des grands mythes en fait. Cet univers est parcouru de mythes. Si on prend rien que l'histoire de Nagash par exemple, dans l'univers de Warhammer Battle, moi je me souviens parce que je jouais les morts vivants quand j'étais jeune. Pharaon, roi des tombes, ouais. Je précise pour les auditeurs parce que Nagash. Et c'est l'inventeur de la nécromancie. L'inventeur de la nécromancie, c'est ça, c'est génial. Il y a des grandes figures en fait mythologiques. Il y avait Lamia, la première vampire aussi. Et l'inventeur de la nécromando, c'est qui ? Très bien. La nécromanda, tout ça, la nécromunda plus tard, on a bien compris. Et la nécromagnon, ouais. Nécromagnon, voilà, c'est bon. Donc, la nécronambour,
C'est bon, maintenant on les a toutes faites. Natacha, je t'en prie. Non, je pensais sur ce que tu disais sur les grands mythes, voilà, la profondeur de l'univers qui fait rêver, tout ça. C'est marrant parce que c'est un truc qu'on retrouve dans les jeunes qui débarquent en colo jeux de rôle et qui ont créé leur propre univers. Et ils ont fait des pages, ils ont écrit des pages et des pages justement, je pense, pour retrouver cet esprit d'aventure et d'univers qui fait rêver. Des grands mythes. Ouais, exactement. C'est hyper important ça. Et ça, effectivement, on le retrouve dans. Adrien. Je pense tous les gros jeux comme ça qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a cet univers tellement bouillonnant qu'on peut y jouer pendant des mois. C'est le cas de Donjons et Dragons, c'est le cas de ça, c'est le cas d'INS, c'est le cas de. Ouais, mais par contre, moi, tu vois, aujourd'hui, des immortels, jamais je me relance dans une campagne de Warhammer aujourd'hui. Je l'ai fait. Je l'ai fait, ça m'a apporté quelque chose, beaucoup de rigolade. C'est un truc pour. Attends, qu'est-ce que tu disais, Maxime? Je dis plus jamais je refais une campagne de Warhammer. C'est pas possible. Parce qu'on est 3G, qu'on a je suis trop vieux. Moi, je continue à jouer à Warhammer avec. Mais enfin, c'est des copains que je connais depuis perpète, quoi. Donc, on a nos habitudes, on a. Ah ouais, mais non, il y a tellement de jeux meilleurs, quoi, pour explorer ce que j'aime explorer. Mais il y a dans cet univers, il y a cet embryon de personnages mythiques qui, moi, m'intéressent beaucoup, de figures allégoriques de certains concepts, de certaines idées, de la mort, les frères qui se trahissent. Il y a plein de choses très, très intéressantes. En fait, c'est des univers sur lesquels il y a plein de gens qui ont écrit. Et parfois des gens de talent qui ont écrit dessus. Et donc, parfois, ont ajouté des choses très intéressantes. Ils ont tous amené et parfois les aussi qui les touchent. Voilà. Et parfois, ils ont aussi amené des trucs un peu. Puis moi, ça me fait penser à l'effet un peu comics, tu sais, où chaque auteur du jeu a repris des personnages à sa sauce, les a retravaillés. Pour l'univers de 40 000, Dan Abnett, par exemple, il s'est réapproprié l'Inquisition, il s'est réapproprié certains éléments de... Kaizenhorn et Ravnor, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui font que ça donne une profondeur supérieure. Donc tu vois, on peut pas juste sourire de cet univers. On peut pas juste dire c'est drôle. Il y a aussi quelque chose derrière. Je disais au début qui est intéressant. Je pense que je disais que le nain, enfin Gimli comme il est représenté dans les films de Peter Jackson, il y a un côté gros nain balourd. Je pense que Warhammer a joué son rôle un petit peu avec dans cette mythologie, cette vision du nain. Peut-être que je me trompe, sans doute, je me trompe certainement, mais en tout cas, Warhammer a aussi formé nos imaginaires à sa propre manière. Ça a façonné Tolkien. Surtout. Le chaos, alors le chaos, par exemple, je pense que c'est vraiment quelque chose que Warhammer a formé plus que c'est vraiment un truc qu'on partage tous, si tu veux. Mais qui n'existe pas vraiment, ou pas de façon aussi poussée, ou pas de façon aussi développée dans d'autres références. Puis ça fait partie de la culture commune. Je veux dire, il y a plein. Enfin, je veux dire, même des gens qui n'ont pas forcément joué à Warhammer, tu dis du sang pour le dieu du sang. T'as 80% des gens dans une pièce qui comprennent, quoi. Pour l'empereur. Voilà, pour l'empereur, du crâne pour le trône de crâne. Est-ce que Warhammer, c'est pas quelque part ce qui a popularisé l'univers de Tolkien? Et je parle bien de populariser, je dis pas de démocratiser, populariser, c'est-à-dire rendu populaire au sens, tu vois, avec toutes les caricatures que ça comporte. Je pense que ça a rendu le visuel de Tolkien populaire, parce qu'il n'y a pas tant de monde qui rentrait dans les boutiques, mais il y a beaucoup de monde qui pouvait passer devant. Et je pense que l'image... C'est-à-dire que le fait que tout le monde passait devant un Games Workshop et tout le monde avait cette image des petites armées, des petites figurines. C'est possible. C'est possible. Parce que des gens. C'est vrai qu'en général, par contre, tu parles de Warhammer, même à des gens qui n'ont jamais vu, tu dis des petites figurines avec lesquelles on se déplace et des armées. Et les gens font ah oui. Il y avait une boutique pas loin de chez moi. Voilà, il y avait une boutique pas loin de chez moi. Je voyais déjà. Alors parce que quand j'étais petit, que j'ai commencé, les adultes me disaient ah les soldats de plomb à mon époque. Et plus j'ai grandi et plus les gens, au lieu de dire ah les soldats de plomb, ils disaient oui ok oui je connais, il y a mon petit cousin, il y a mon petit neveu qui en fait. C'est ça, ce que j'allais dire. Le neveu, ça c'est un truc que t'entends tout le temps. Ouais. Voilà, il y a machin qui en fait. Moi je suis tombé dedans à cause de mon grand cousin qui avait 6 ans de plus que moi et que quand on allait chez lui, on trouvait des figurines dans les placards, il voulait pas qu'on y touche. C'est bizarre. Tu m'étonnes, t'as 7-8 ans, tu n'as pas envie que tes petits enfin lui il avait 13 ans, t'as pas envie que tes petits cousins ils touchent à ça quoi. Surtout Gamers Workshop, il fallait se vendre à un bras pour acheter des figurines. Ah lui ça allait mais n'empêche que voilà c'est cher hein. Pour rassembler des points d'armée, fallait aligner les billets. Hein. Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir quand on parle de la force de pérennité de ce jeu-là, de pourquoi ça peut durer si longtemps. Il y a aussi un élément qui est très très important dans le game design au final, c'est sur comment progressent les personnages et comment c'est présenté aux joueurs. Dans le bouquin, donc, comme disait Fabien tout à l'heure, il y a donc des métiers qu'on va avoir au début, mais après il y a des métiers avancés. Et l'évolution du personnage, c'est
explorer son métier et puis évoluer vers un métier avancé. Et donc avec le choix. Donc c'est-à-dire un mercenaire, il peut évoluer vers capitaine, vers brigand, vers bandit de grand chemin. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs. Et donc dès que tu vois ton métier, moi je sais que la première chose que je faisais, c'était me projeter dans quel sera mon métier que je vois avoir plus tard. Pour les joueurs, il y a beaucoup de rêves en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois la liste des caractères que tu peux augmenter, parce qu'en fait, l'XP tu la dépenses pas comme tu veux. Tu peux la dépenser dans une liste d'augmentation possible liée à ton métier. Donc par exemple, un bourgeois, il va pouvoir augmenter sa compétence sociale, sa compétence d'intelligence, peut-être un peu ses points de vie, quelques trucs comme ça. Mais du coup, tu peux te faire ton plan d'avenir. C'est clairement le jeu dans lequel j'ai passé des heures à la pause de midi au lycée à fantasmer sur les carrières futures, à regarder tu fais la liste des compétences. Grand plaisir de Warhammer quand le joueur. Temps que j'ai passé dans les pages de ce bouquin, je les vois là, le temps que j'ai passé dans les pages de ce bouquin à regarder les caractères. Tous les 15 jours, vers septembre, je peux être prêtre, vers décembre, je peux être prêtre consacré. Ça va complètement dans le sens que je disais tout à l'heure aussi des personnages mythiques. Les personnages mythiques sont là pour te dire regarde ce que tu vas devenir. Moi, quand je jouais mes morts-vivants là avec Nagash, je me disais je vais devenir Nagash. J'étais pas dans le. Moi, mes personnages mythiques, c'est même mes PJ. Mes PJ. Bon, aussi parce que j'ai aucun jeu auquel j'ai autant joué que Warhammer. Ouais, voilà, parce que tu as emmené tes PJ jusqu'à l'immortalité. S'il y a bien 2-3 PJ dont je me souviens dans ma vie, c'est mes PJ de Warhammer, c'est clair. Moi, j'ai fait ça à INS. C'est pareil. Il y a une similitude dans INS. Dans INS, tu as le statut de grade. Et pour passer des grades, tu as aussi des besoins de. Mais c'est ça l'aventure, c'est de sentir ses progrès, de sentir qu'on peut aller plus loin. Et c'est pas seulement le fait de sentir qu'on peut aller plus loin, c'est qu'en fait on est déjà l'objectif en vue qui est écrit quelque part. Ça. Parce que dans Sens par exemple, il n'y a pas de progression en termes de carrière ou de grade. Enfin, il y en a, mais elle n'est pas écrite dessus au début. Il n'y a pas, par exemple, quand tu arrives à 70 en mort et 70 en Cosmo, tu peux devenir général, par exemple. Et là, du coup, les joueurs auraient une sorte d'objectif de putain, si je progresse dans ce sens-là, je peux faire ça, et donc ça te tire vers l'avant. Je suis complètement d'accord, mais en fait, le truc, c'est que dans Warhammer, il y a une vision positiviste, c'est-à-dire que tu es de plus en plus fort, et c'est objectivement le cas. Dans Sens, je veux laisser le doute. C'est pas parce que t'es un gros bourrin que t'as plein de deaths que c'est forcément positif, tu vois. Je suis pas sûr que d'avoir 100% en mort, ce soit... Mais par contre, les personnages mythiques, immortels, etc., mais c'est quelque chose que j'ai complètement repompé de ces univers-là. Solipsis, Finonfinger, Nagash et les grands elfes sylvains, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ça, c'est des mythes immortels, des personnages qui ponctuent avec des grosses histoires où tu découvres au fil des bouquins. Et le truc, c'est qu'au début du jeu, ces gens-là, t'es complètement en dessous d'eux. C'est ça. Tu les regardes avec admiration et tu fais pas le malin. Ouais. Et ton but, c'est que quand t'arrives à la fin de ta campagne, c'est ça. Là, t'arrives devant un prêtre Slan, tu fais. Tout à fait. Et tu sais, alors que au début du jeu, tu te contenterais de faire un test de déplacement silencieux le plus possible. Là, tu fais schlink. Ouais. Maintenant, ça va chier. Mais oui. Et tu te dis, ouais, voilà, là, on est devenus vraiment les héros. Quoi. À tel point qu'à la fin, je sais pas dans ta campagne, mais moi, à la fin, on lançait plus les CC. On lançait un des 10 ennemis que tu tues en un seul coup. Je veux dire, quand t'es un champion avec une armure de qualité exceptionnelle et une épée à deux mains de qualité exceptionnelle, faut même plus réfléchir. Tu es un héros de figurine de jeu de bataille. Tu vaux 200 points sur une bataille. Génial, donc tu massacres des ennemis par pelleté, quoi. C'est plus. Voilà, c'était. Et à la fin, c'est ça le plaisir. Moi, je me souviens d'un MJ qui à un moment nous faisait attaquer par une barge d'elfes noirs, mais avec les règles. Il voulait absolument qu'on perde et qu'on se retrouve capturé, mais avec les règles, moi, mon personnage pouvait les tenir, mais pendant un temps infini. Parce qu'avec les règles, il pouvait pas me faire mal, c'est con. Même à part une chance monstrueuse. Alors, il y a quelque chose que Et là, tu te sens puissant, quoi. Quand on juste, il arrive pas à faire ce qu'il veut. Vous posez la question, et puis peut-être ça va peut-être faire un espèce de mini-troll, mais Warhammer, Donjons et Dragons, il y a un duel ou pas ? Il y a à comparer. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux univers ? J'ai pas du tout le même passif avec Donjons et Dragons qu'avec Warhammer. Donc... D'accord. Parce que d'accord. Ouais. Alors, je pense que tu tombes dans l'un ou dans l'autre, et c'est dur de tomber dans les deux. Ouais. Moi, j'ai un sentiment très étrange par rapport à Donjons et Dragons. Shadow. Je connais moins, mais en fait, Donjons et Dragons, pour moi, c'est des créatures fantastiques, mais je connais pas les personnages mythiques de l'univers de Donjons et Dragons. Donc du coup, j'ai absolument pas cette approche-là. Je le vois pas comme un concurrent ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est presque...
c'est un jeu ludique de figurines, on se déplace dans un donjon, etc. Non, mais c'est la sensation que j'en ai. Alors que dans Warhammer, voilà, toutes les figures, elles sont là. Maintenant, quelqu'un qui a joué aux deux, qu'est-ce qu'il en dirait En tout cas, quand tu joues que à Warhammer, Donjons et Dragons ne paraît pas être un... Il y a des gens qui jouent aux deux. Je pense que souvent les gens auront découvert l'un ou l'autre parce qu'en fait, il y a tellement d'investissement de lecture. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, tout passe par des suppléments sans fin, d'univers parallèles, de machin. Et il y a un fluff incroyable. Enfin... Moi, j'ai un de mes potes rôlistes, que Fabien connaît, Eric. C'est un mec c'est celui qui m'a fait découvrir Warhammer JDR et qui a fait énormément de Donjons et Dragons aussi. Tu peux lui demander, mais je peux dire qu'à l'époque, le passe-temps au lycée, c'était de lire des bouquins de jeux de rôle et des suppléments. À chaque pause, c'est ce qu'on faisait. Le midi, c'est ce qu'on faisait. Le soir, c'est ce qu'on faisait chez nous. On se les faisait tourner parce qu'il n'y en avait qu'un qui les avait. Mais évidemment qu'à la fin, tu t'enquilles des pages et des pages et des pages parce que tu passes ta vie à faire ça. Moi, ce que j'avais l'impression, c'était que finalement, à un moment donné, je vais faire une grosse caricature, mais Donjons et Dragons, c'était le Medfan en jeu de rôle. Warhammer, c'était le Medfan en jeu de figues. Et Magic, c'était le Medfan en jeu de cartes. Et qu'en fait, tu vois, tous ces jeux ont finalement fini par converger en faisant des produits dérivés. Il y a Magic qui a fait des jeux vidéo, Warhammer s'y est mis. Il y a un jeu de rôle Magic. Il y a des tentatives de jeux de rôle Magic, mais il n'y en a pas d'officiel, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est étonnant, ça. Ouais, Magic n'a jamais réussi à se diversifier, que ce soit en jeu vidéo ou ailleurs. C'est étonnant parce que il n'a pas voulu. Il a essayé, il y a plein de versions de jeux vidéo Magic. Alors, jeux vidéo, en fait, ils n'ont pas voulu aller suffisamment loin. X y arrive très bien, par contre, ils l'ont fait, ça marche. Il y a eu une expérience de Magic, d'un jeu vidéo où 1996, le jeu vidéo Microprose. Ouais, où tu te baladais et tu récupérais des cartes, etc. Mais c'était une tentative. Non, c'était pas une tentative, c'était un énorme succès, une grosse réussite. Aujourd'hui encore, il est valable. Le problème, c'est que en fait, Magic a fait le calcul qu'un jeu vidéo, tu le vends un exemplaire. Tandis que la planche à billets de la carte papier, j'en suis sûr. C'est infini. Ce que dit Adrien, le seul jeu vidéo Magic qui fonctionne et qu'ils entretiennent vraiment, c'est le jeu vidéo où en gros tu payes les cartes comme si c'était du papier et tu joues pas uniquement. Sans IA. Celui où tu es limité aussi. En fait, il te donne t'as un pool de cartes qui va être de 20 000. Ouais, mais t'as pas plus de. Enfin, 20 000, j'ai n'importe quoi. Mais là, c'est un jeu où il y a une petite IA et un petit truc et en fait, t'as des jeux qui. C'est très limité. C'est extrêmement limité. Le seul jeu qui reproduit vraiment Magic, c'est un jeu qui, en fait, c'est juste du Magic via écran. Mais tu peux pas jouer contre une IA, c'est que du joueur contre joueur. Et comme si tu allais chez ton pote. Je pense qu'un jeu vidéo comme Chandalar, ils ont lancé une application qui a rien à voir avec le jeu de cartes Magic. Aujourd'hui, il y a une application. Il y a un jeu sur téléphone. Magic Card. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. Sur PlayStation, ils avaient sorti un jeu vidéo dans l'univers de Magic qui s'inspirait vaguement des cartes. Mais attendez, c'était pas le podcast sur Magic. Mais tout ça pour vous dire que je pense que voilà, il y avait cette polarité-là. Il y avait D&D, ces jeux de rôle, Warhammer, ces jeux de figues, et voilà. Et donc, en fonction de comment en fait on est rentré dans les mondes de l'imaginaire. Moi, j'y suis rentré à travers le jeu de cartes. Moi, mon référentiel des personnages mythiques, c'est Magic. Vous y êtes rentré via Warhammer. Et vous voilà, avec le jeu de rôle Warhammer. Fabien, je sens poindre le sommeil. Ça fait un moment que j'ai déconnecté du podcast. Il est mort. Ok, bon, d'accord. Désolé. On va lui mettre ses bandelettes et le mettre dans sa pyramide. Ouais, je suis très fatigué. Très bien. Bon, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur le jeu de rôle Warhammer, là? C'était bien et ça m'a fait plaisir de me refaire ma petite Madeleine de Proust. Ouais. Je suis d'habitude très hostile à la nostalgie, en tout cas. S'il y avait une réédition, tu l'achèterais pas. Parce que ce qui te fait plaisir, c'est ce bouquin-là. C'est la V2, c'est de bouquiner ton vieux bouquin. C'est pas de reproduire. D'ailleurs, j'ai pas acheté la V3 en fait. Ouais, qui est une très mauvaise pub et je l'ai jamais acheté. Aucun de mes copains, je crois. Donc voilà, c'est une Madeleine de Proust agréable. De temps à autre, pourquoi pas. Et c'est. En fait, je renie pas ce que j'ai aimé. Et... C'est pas contre la nostalgie que tu te positionnes généralement. C'est contre c'est plutôt contre la vision financière. Rétrograde, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vend du jeu de rôle ancien aujourd'hui, donc en quelque sorte, on fait du rétro-pédalage, tu vois. On pourrait faire tellement mieux et on vend Parfois, j'ai le sentiment que oui, on pourrait reprendre des vieilles gloires et les pousser vers le haut, tu vois. Ce qu'on appellerait des reboots dans le monde du jeu. Mais pas une réédition. C'est pas une réédition. En les mettant au carré, en leur donnant une dimension, tu vois, qu'elle n'avait pas jusque-là, et pas simplement
C'est ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du reboot, quoi. C'est-à-dire tu réexplores un univers, mais avec de nouvelles mécaniques, avec la modernité, enfin avec tout ce que le jeu de rôle moderne a inventé. Ouais, et surtout, tu l'explores d'un certain point de vue maintenant. Tu vois, le système te pousserait à explorer certains aspects de l'univers de Warhammer. La violence, par exemple, la violence de masse, la manière dont la masse est traitée, par exemple. Tu vois, c'est des thématiques dans Warhammer que je trouve intéressantes. Ouais, mais en fait, si tu quittes la vision du héros. Ah non, mais je sais pas. Non, mais voilà, ça sert Il donne un exemple. Je te donnais juste un exemple. Ouais, bien sûr. On pourrait traiter de l'horreur dans Warhammer aussi, à travers le chaos et tout ça. Hein, tu sais, j'aurais pu citer cet exemple-là. Mais en fait, c'est plus de l'aventure. Oui. C'est plus de l'aventure et Warhammer, c'est de l'aventure avant tout. Bien sûr. Par évidemment. le jeu de figurines, par le jeu. Donc voilà, moi c'était ma Madeleine. Merci. Merci Fabien d'être venu nous présenter ta Madeleine. Un peu bizarre, mais voilà, je l'ai dit. Avec Shadow, merci Maxime, merci Natacha, merci Adrien de m'avoir fait beaucoup rire en me racontant tout ce que vous avez fait. Et ça m'a rappelé évidemment mes propres campagnes de Warhammer, et notamment celle de la Terreur à Talabheim. Merci à tous, bonne nuit. Affûtez bien vos haches. Jouez bien.